bonjour à toutes et à tous. Alors je crois que la question qui est posée effectivement, c'est quelle agriculture pour demain. On parlera beaucoup évidemment de l'agriculture française, c'est celle qui nous concerne le plus, mais je serai amené quand même à parler aussi d'autres agricultures, soit parce qu'elles sont en concurrence avec la nôtre, soit parce qu'elles sont en pleine déconfiture, mais on aura aussi une petite vision peut-être un peu mondiale, pas strictement française. Alors, quelle agriculture pour demain, ça va dépendre de ce que nous en faisons, hein. Et le débat portera sur comment arriver éventuellement à des formes d'agriculture demain, des formes alternatives d'agriculture dans lesquelles il y aura moins de laissés pour compte, moins de justement, à la limite, le jour où Solidarité Paysan n'aurait plus de raison d'exister, parce que tous les agriculteurs, tous les paysans sont heureux, ben, je veux dire, ce serait génial. Donc le débat portera un peu là-dessus. Quelle forme d'agriculture conviendrait-il de promouvoir là, dans l'avenir? Alors, les enjeux, vous les connaissez tous, je vais passer rapidement. Mais on nous dit qu'il faut nourrir une population croissante, 7,8 milliards d'habitants dans le monde, sans doute 9 milliards et demi en 2050. Donc il va y avoir une demande d'aliments, évidemment, qui va s'accroître dans les années qui viennent, du fait de l'accroissement démographique. Ce n'est pas tellement le cas en France, mais il y a des gens qui prônent une agriculture, on va dire, très hautement productive en France, avec l'idée que nous, Français, on devrait produire des excédents pour pouvoir nourrir des peuples qui, eux, sont déficitaires et ne parviennent pas à se nourrir. En tout cas, une chose est sûre, la demande en production d'aliments va s'accroître de 30 à 40% du fait de la population croissante. Et puis, quand même, dans les bonnes nouvelles, il y en aura quelques-unes, rassurez-vous, mais dans certains pays émergents qui étaient très pauvres, souvent des pays densément peuplés, on pense la Chine, on pense le Vietnam, il y a des gens qui sortent de l'extrême pauvreté, et comme ils sortent de l'extrême pauvreté, ils commencent à consommer un peu de lait, un peu de viande, des protéines animales. Mais comme il faut entre 3 et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, préparez-vous à ce que la demande en production végétale destinée à l'alimentation humaine et animale va plus que doubler dans les 30 ans qui viennent. C'est des ordres de grandeur, hein. Mais donc la question de quand même pouvoir nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière est quand même une vraie question. Alors évidemment, derrière les enjeux, il y a la qualité. Alors la qualité pour des gens, c'est d'abord avoir accès à de l'énergie, des kilocalories, des protéines, des minéraux, des vitamines, des fibres, des antioxydants, si possible une alimentation équilibrée à chacun de nos repas, si possible. Et il y aura une question de quantité quand même, mais il y aura aussi une question de qualité des ingrédients. Alors, vous savez, c'est toujours les mêmes questions. Si on pouvait éviter les hormones dans le lait, si on pouvait éviter les antibiotiques dans la viande, si on pouvait éviter le fipronil dans les œufs, si on pouvait éviter les perturbateurs endocriniens, souvent des résidus pesticides, dans les céréales, les fruits et les légumes, ça irait quand même mieux pour notre santé. Et c'est des vraies questions. Autant il est vrai que l'espérance de vie en France s'est accrue parce que la qualité microbienne, les microbes pathogènes, on a su comme à peu près les maîtriser, les chaînes du froid et ce genre de choses. Mais autant les antibiorésistances, c'est-à-dire le médecin prescrit un antibiotique quand quelqu'un est malade et ça n'a plus d'effet. Et pourquoi ça n'a plus d'effet? C'est que la personne en question a déjà ingurgité au quotidien des antibiotiques. Pourquoi? Parce qu'il y en avait dans la viande. Et pourquoi? Parce qu'en élevage confiné, on a shooté des animaux aux antibiotiques à titre préventif. Et le fait qu'on ait ingurgité comme ça pendant des décennies des antibiotiques font que quand il s'agit d'en prendre pour se guérir, ça ne fonctionne plus. On dit que c'est des antibiorésistances. Et puis quand même très inquiétant, et je suis désolé pour les jeunes ici en haut de l'amphi, eh bien on vous prédit à vous les jeunes une espérance de vie en bonne santé peut-être d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération. C'est-à-dire des apparitions de maladies qui étaient considérées comme des maladies du vieillissement, vous savez, Parkinson, les tremblements, Alzheimer, la perte de mémoire, les cancers du sein, les cancers de la prostate, on vous le prédit pour une dizaine d'années plus précocement que les gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs. Parce que moi, quand j'étais jeune, alors c'est l'exposition régulière à ces perturbateurs endocriniens, dont précisément les résidus pesticides, parce que là c'est presque tous les jours dans notre alimentation, cette exposition régulière, même à faible dose, à ces perturbateurs endocriniens, aboutissent à un dysfonctionnement de nos glandes hormonales, dont la thyroïde, et qui fait que certaines maladies du vieillissement vont apparaître plus tôt. Et ça, ce sont donc des prédictions scientifiques. Et du coup, la question, vous savez, très d'actualité, par exemple, le glyphosate, cancérigène probable.
qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord, si vous me demandiez, M. Dufumier, le glyphosate, ce désherbant là en question, est-ce que c'est un cancérigène avéré? Eh bien, je serais obligé de vous répondre que moi je m'interdis de vous dire que le glyphosate est un cancérigène avéré, dans le sens où les scientifiques, quand ils vous disent c'est avéré, ils veulent dire c'est statistiquement avéré. Et là, vous l'avez compris, pour faire les statistiques, il nous faut attendre plus de 80 ans. Parce qu'on ne connaît même pas encore la moyenne d'âge de ces maladies-là pour les gens de ma génération. C'est-à-dire la statistique n'existe pas encore. Et quand il va falloir comparer avec la génération des plus jeunes, statistiquement, pour voir si la moyenne d'âge d'apparition de Alzheimer, Parkinson, cancer du sein, cancer de la prostate est bien plus précoce chez ceux qui sont jeunes aujourd'hui, il faudra attendre que vous soyez très vieux. Enfin, même que vous soyez mort. Alors, évidemment, on s'interdit de dire c'est avéré dans le sens statistiquement avéré. Mais par contre, c'est démontré. La science, les endocrinologues, ceux qui connaissent bien les glandes hormonales, ceux qui connaissent bien les molécules, ceux qui connaissent bien la physiologie du corps humain, les relations de cause à effet, le pourquoi l'exposition, même à faible dose, mais très régulière, depuis in utero, exposition de la femme enceinte, jusqu'à la fin de la croissance, aboutissent à ces maladies, c'est scientifiquement démontré. C'est un peu comme il y a, vous savez, 31 ans, le GIEC, le groupement interétatique d'études du climat, nous prédisait le réchauffement climatique global. Et j'ai le souvenir qu'il y a 31 ans, au moment de la parution du rapport du GIEC, du groupe interétatique d'études du climat, il y a des gens, y compris, je ne vous cache pas, des scientifiques qui se sont laissés aller à écoutez, ce n'est pas avéré, ce n'est pas statistiquement avéré. Et leur conclusion, c'était circuler, il n'y a rien à voir. Sauf qu'aujourd'hui, je suis désolé, si vous faites des statistiques pour regarder la date des vendanges dans les différentes régions françaises, alors là, le réchauffement climatique, il est statistiquement avéré. Au cours des 30 dernières années, la date des vendanges s'est retrouvée, alors ça dépend des régions, mais une dizaine de jours plus précoce que les 30 années antérieures en moyenne statistique. Et vous voyez que d'avoir dit, ce n'est pas statistiquement avéré, circuler, fermer les yeux, il n'y a rien à voir, on doit attendre, je vous suggère que pour les maladies, les perturbateurs endocriniens, Alzheimer, Parkinson, cancer du sein, cancer de la prostate, on n'attende pas 80 ans avant de prendre des décisions. Et donc ne pas céder à la pression de certains lobbies qui vous diront effectivement scientifiquement ce n'est pas avéré, dans le sens ce n'est pas statistiquement avéré, pour dire circuler, il n'y a rien à voir, on n'agit pas. Ça c'est fini. Et vous savez, c'est toutes les disciplines. Le boson de Higgs, le trou noir, tout ce que vous entendez en sciences dures, tout ça a été démontré, l'existence a été démontrée avant qu'on ne le voie. Donc c'est comme ça que fonctionne la science, et ne vous y trompez pas, il y a peut-être des lobbies qui vont aller à l'encontre du type d'agriculture pour lequel je vais faire un plaidoyer, mais faites très attention dans l'argumentation, ils sont peut-être très bons pour vous mettre en défaut, mais n'empêche, c'est quand même démontré. Voilà, alors qualité, s'il vous plaît, tous ces ingrédients, les hormones dans le lait, les antibiotiques dans la viande, les perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, les dioxines dans les œufs, on va essayer d'éviter ça si vous en êtes d'accord. Alors évidemment, dans les défis, ce n'est pas complètement nouveau, il y a des terres qui sont consacrées non pas à l'alimentation, mais à produire des matières premières pour les industries, pas seulement des industries agroalimentaires, c'est les fibres pour le textile, le bois pour la construction, les plantes médicinales pour la pharmacopée, et ce genre de choses. Mais l'élément nouveau, quand même assez important, c'est que dans la perspective d'une pénurie d'énergie fossile, il y a aujourd'hui des cultures, le maïs, la betterave, l'huile de colza, qui ne sont pas destinées à l'alimentation, qui pourraient être destinées à l'alimentation, mais qui ne seront pas destinées à l'alimentation, mais qui vont être destinées à donner à boire à des voitures de l'éthanol, de l'agrodiesel et des agrocarburants. Donc il y aura un problème, ce sera le débat, un peu plus politique, moins scientifique que les débuts de mes propos, sur qu'est-ce qu'on sacrifie, est-ce qu'il faut produire plutôt de l'alimentation ou donner à boire à des voitures, des avions, des moteurs et ce genre de choses. Ça c'est un problème politique sur lequel on pourra débattre. Ce sera, voilà. Mais on n'oubliera donc pas qu'il y a parfois de la concurrence. Un revenu décent aux agriculteurs, alors là s'il y a bien une association qui est consciente qu'un grand nombre de paysans aujourd'hui
Voilà, ça va un peu mieux. Oui, on va essayer de parler comme ça. Ça fait un peu, je me tiens par la barbichette, mais bon, alors j'ai essayé de me tenir ça de la main gauche. Voilà. Et donc s'il y a bien une association qui est au courant quand même que des gens se sont endettés pour produire toujours davantage et qu'ils n'ont pas trouvé la rentabilité, et la banque leur demande de rembourser, et il y a un taux de suicide dans la profession agricole en France qui est un peu supérieur à d'autres professions, hein, je vais vous dire, là il faut mettre fin à ça. Hein. Mais du coup la question c'est les formes d'agriculture pour lesquelles je vais faire un plaidoyer, eh bien, il faudra s'assurer qu'on puisse assurer un revenu décent pour l'immense majorité de nos agriculteurs. Alors, enrayer l'exode rural, ça vous paraît peut-être quelque chose de secondaire. Si l'exode rural, c'est le fils du fermier, parce qu'il trouve un revenu supérieur en dehors de l'agriculture, ne reprend pas l'exploitation des parents. Ben, je vais vous dire, tant mieux pour eux, ils ont trouvé un emploi ailleurs, peut-être bien rémunéré, moins pénible. Mais ça n'empêche, elle ou il prend l'emploi de quelqu'un qui n'en aura pas. Peut-être quelqu'un des quartiers qui cherche un emploi, mais ne l'aura pas parce que la concurrence, quand vous avez 8 à 10% de chômeurs en France, inutile de vous dire qu'une ferme qui disparaît, c'est toujours du chômage en plus. Parce que la personne qui quitte la ferme peut-être trouvera un emploi, la ferme qui disparaît peut-être servira à l'agrandissement du voisin, mais les voisins sont contents de s'agrandir parce que ça leur permet justement d'amortir mieux la moissonneuse-batteuse sur de plus grandes surfaces ou amortir le robot de traite sur de plus grands troupeaux. Mais ça ne crée pas d'emploi. Ça rentabilise celui qui parvient à s'agrandir, hein, les investissements de celui qui parvient à s'agrandir, mais ça ne crée pas d'emploi. Donc, il va falloir, je pense, l'agriculture moderne de demain va devoir aider à l'installation de jeunes agricultures. Il va falloir promouvoir une agriculture intensive en emploi dans un pays comme le nôtre. Alors évidemment, si je vous parle le Brésil, le Mexique, là, les gens qui tombent en faillite et qui rejoignent les bidonvilles, alors là, tous ces gens qui souffrent de la faim et de la malnutrition, alors là, je ne vous raconte pas. Hein. Là, c'est dramatique. Et vous savez que ce n'est pas seulement migration de la campagne vers les villes, mais c'est des gens qui tentent de traverser le désert libyen, la Méditerranée, dans les conditions que vous savez. C'est quand même des paysans, là-bas, qui sont mis en faillite. Et pourquoi sont-ils mis en faillite? C'est parce que là-bas, on travaille à la main et qu'ils sont concurrencés, quand ils produisent du mil et du sorgho, ben, ils sont concurrencés par nos excédents. Quand nous exportons des blés à 90 quintaux, alors la moyenne en France, ce n'est pas 90, hein, mais dans mon pays de Caux, c'est 90 quintaux, et bien, quand nous exportons ce blé qui nous a coûté cher en engrais, en produits phytosanitaires, en carburant brûlé par le tracteur, en usure de machines et ce genre de choses, et bien quand nous exportons ce blé vers l'Égypte, l'Algérie ou des pays au sud du Sahara, et bien nous concurrençons des gens qui produisent du mil, du sorgho, du riz à la main. Inutile de vous dire qu'ils ne peuvent pas être compétitifs. Surtout que notre agriculture est subventionnée. Donc inutile de vous dire, la migration rurale de la campagne vers les villes est massive et évidemment on ne trouve pas assez d'emplois parce que même s'il y a une industrialisation, par exemple comme en Chine, ben, l'industrialisation, même en Chine, hein, soyons clairs, il y a évidemment des créations d'emplois en ville, mais vous avez tous ceux qui ont migré parce que pas compétitifs de la campagne vers la ville, qui n'ont pas leur carte de séjour, il faut une carte de séjour pour travailler en ville en Chine, ceux que vous voyez sur les films, là, enfin les documentaires sur les échafaudages en bambou, sans casque ni rien, ces gens-là sont quasiment sans emploi, dans la misère et ont faim. La faim et la malnutrition dans le monde, c'est pas qu'on ne produit pas assez. À l'échelle mondiale, on produit bien trop de nourriture. Pour nourrir correctement un habitant, et l'équilibre, hein, calories, protéines, etc., eh ben, il faut produire de l'ordre de 200 kilos de blé par habitant et par an, ou son équivalent, hein, en pommes de terre, manioc, igname. Et la production mondiale, elle est déjà de 330 kilos. C'est-à-dire qu'il y a 130 kilos d'excédent d'énergie alimentaire par rapport à ce qui serait nécessaire pour que tout le monde puisse manger à sa faim. Or, il y a 800 millions de gens qui ont faim, n'ont pas leurs 2200 kilocalories tous les jours, et 1 milliard supplémentaire qui souffre de carences en protéines, vitamines, minéraux, donc espérance de vie limitée. Alors pourquoi y a-t-il autant de gens qui ont faim alors qu'il y a pléthore de nourriture? Ben, vous l'avez compris, les gens sont trop pauvres. D'ailleurs en France, les gens qui fréquentent les restaurants du cœur, les banques alimentaires, ça n'a rien à voir avec le fait que la France ne produirait pas assez de blé, de poudre de lait et d'œufs. Rien à voir. C'est que même si les prix des produits alimentaires ont considérablement diminué en France avec la motorisation, la mécanisation, la robotisation de l'agriculture, les prix des produits alimentaires
ont considérablement diminué et la part de l'alimentation dans le budget des ménages a considérablement diminué. Ben oui, mais vous avez un nombre croissant, le nombre a été dit tout à l'heure, de gens qui fréquentent les banques alimentaires, qui ont besoin de recours à l'aide alimentaire, la charité. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner un ticket de restaurant? Et évidemment, c'est vrai aussi des Brésiliens qui sont dans les bidonvilles, les gens qui désherbaient, ils ont été remplacés par un désherbant, le glyphosate, ils ont rejoint les bidonvilles, et là, le maïs, le soja brésilien, il n'est pas acheté par des Brésiliens, ils sont trop pauvres. Ils sont achetés par nos cochons. Nos cochons sont nourris avec du soja brésilien, argentin ou des États-Unis. Mais sachez que même dans des pays excédentaires comme le Brésil, vous avez en proportion bien supérieure, évidemment, des gens qui ont faim et souffrent de malnutrition, alors qu'ils produisent des excédents. Mais c'est vrai aussi ce que je vous raconte de gens qui, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ont spécialisé leur agriculture du café, du cacao, en se disant je vais vendre du café, du cacao, et avec cet argent-là, je vais acheter la nourriture des surplus de l'Europe, de la France, des États-Unis ou d'Ukraine. Et bien ces gens-là, avec le revenu du café et du cacao, ne parviennent pas à acheter la nourriture et ils ont faim et souffrent de malnutrition. Juste pour vous dire, quand on pense l'agriculture de demain, il se peut qu'aujourd'hui en France, on pourrait s'autoriser à produire peut-être moins à l'hectare, mais à moindre coût en hectare. Parce que notre agriculture hautement productive, par exemple un blé à 90 quintaux hectare, 90 quintaux hectare, c'est très élevé comme rendement. Sauf qu'il a fallu détruire des engrais qui existaient et n'existent plus. Les pesticides qui existaient et qui n'existent plus. Les carburants qui ont été brûlés par le tracteur, l'usure du tracteur et de la moissonneuse-batteuse. Ce qui importe en France, pour le revenu national net, ou le PIB si vous voulez, mais si on ne raisonne qu'en termes monétaires, c'est la soustraction de ce qu'on a produit moins ce qu'on a détruit. Or notre agriculture hautement productive et hautement destructive d'engrais, de produits pesticides, de carburants, d'usure de matériel et peut-être même hautement destructive d'humus des sols, de pollinisateurs et ce genre de choses. C'est la valeur ajoutée à l'hectare en France qu'il nous faut accroître. Et ça, le revenu de l'agriculteur, c'est une grande partie de cette valeur ajoutée. Certes, il est obligé de payer des impôts, certes, il est obligé de payer le loyer aux propriétaires, certes, il est obligé de payer les intérêts à la banque. Ça, c'est la valeur ajoutée qu'il répartit. Mais si on ne parvient pas à accroître la valeur ajoutée à l'hectare, on va vers le malheur paysan. Et vous allez voir, la poudre de lait en Bretagne, avec des primes Holstein qui produisent beaucoup de lait, mais ce lait c'est de l'eau, et maintenant on va déshydrater pour qu'il reste une poudre, pour que les petits Chinois n'aient pas de lait contaminé. Et évidemment, l'usine que les Chinois, sur lesquels ils avaient investi, l'usine de Carhaix, dans le Finistère, évidemment, elle n'a jamais fonctionné à plus de la moitié de sa capacité. Les Chinois sont partis, ils ont refilé ça à une coopérative paysanne, Sodial, dont les comptes sont plombés, et les agriculteurs. Alors s'il vous plaît, si on pouvait arrêter ça. Le blé à 90 quintaux, aucun avenir. Le lait, la poudre de lait, après déshydratation, aucun avenir. La betterave, c'est pas seulement la jaunisse dont on a entendu parler, là, la betterave des pays sucriers. Une plante qui, d'un point de vue physiologique, ceux d'entre vous qui font des études, ici vous le savez sans doute, plante en C3, moins efficace que la canne à sucre pour la photosynthèse, pour transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Et puis sous le nuage de Picardie et le soleil brésilien, et puis une petite ferme de 500 hectares, excusez-moi de parler comme ça, en Picardie, avec 40 000 hectares au Brésil. Mais faire croire à des agriculteurs qu'un jour, le sucre de betterave pour être compétitif, pour fabriquer de l'éthanol, pour donner à boire à des voitures, mais pourquoi les a-t-on trompés, quoi ? On ne peut pas regarder où sont les concurrents, on ne voit pas on prend le libre-échange et on met des gens. C'est les gens qui travaillent à la main dans les pays du Sud qui sont concurrencés par nos excédents. Et nous, quand on essaye de produire ces excédents, on est concurrencé par bien plus compétitif. Le blé ukrainien, excusez-moi, est bien plus compétitif qu'un blé français. Et évidemment, l'Algérie, l'Égypte, quand ils achètent du blé français, ils nous mettent en concurrence avec l'Ukraine, avec la Russie, la Roumanie, où évidemment le coût de production est bien moindre parce que c'est des fermes de 10 000 hectares, les anciens sovkhozes, kolkhozes qui ont été privatisés, ce n'est pas l'agriculture familiale là-bas, mais l'agriculture familiale française ne peut pas être compétitive avec ça. Et vous voulez que je continue ? Les poulets bas de gamme, avec du soja et du maïs brésilien, compétitifs avec des poulets brésiliens. Eh oh ! Alors je crois qu'il faut qu'on se réveille, excusez-moi, ça y est, je commence à m'enrager, mais
il faut arrêter l'exode rural, il faut arrêter les gens vers les bidonvilles, il faut que les peuples aient le droit de vivre et travailler dignement par eux-mêmes, il faut qu'au Sénégal, on ait le droit, la paysannerie puisse vivre, travailler dignement de son agriculture et de nourrir par elle-même son peuple sans qu'il soit dépendant de nos céréales. Et puis nous, vous allez voir, si on pouvait ne pas acheter de soja, tourteau de soja en provenance du Brésil, ça nous ferait le plus grand bien et je vous raconterai, ça ne fait pas de tort aux Brésiliens. Vous allez voir ça. Je poursuis, sans dommage pour notre cadre de vie, donc c'est terminé les algues vertes sur le littoral, c'est terminé la trazine, le désherbant dans l'eau du robinet, enfin dans la nappe phréatique. Heureusement, dans l'eau du robinet, il n'y en a plus, mais ça nous coûte cher de retirer. Vous savez, le lait pas cher nous coûte très cher parce qu'il faut payer des impôts pour retirer les algues vertes des plages. Le pain pas cher nous coûte très cher parce que pour que l'eau du robinet n'ait pas d'atrazine, pas de désherbant, l'eau potable coûte plus cher. Ce n'est pas dans le prix du produit, mais n'empêche que ça nous coûte. Et puis je ne vous raconte pas les coûts sanitaires. Enfin, quand un certain nombre verront qu'ils ont des cancers de la prostate un peu prématurés, je ne mets même pas ça en termes monétaires, le malheur. Ça ne se traduit pas par un coût, c'est un coût humain. Enfin, je veux dire, voilà, il faut qu'on arrête ça. Et évidemment, il faut aussi penser aux jeunes. Moi, on m'a enseigné la fertilité des sols. Monsieur Dufumier, l'agriculture moderne doit maintenir la fertilité des sols. Il ne faut pas que le taux d'humus diminue. Il ne faut pas que le sol soit érodé. Il ne faut pas qu'il soit salinisé. Il ne faut pas qu'il soit dégradé. Il faut penser aux générations futures. Et bien maintenant, vous pouvez élargir le concept de fertilité. Il ne faut pas non plus qu'il y ait disparition des pollinisateurs. Ce n'est pas seulement la fertilité des sols, c'est la fertilité de l'écosystème agricole aménagé par les agriculteurs. Si on ne permet pas la reproduction des abeilles et autres pollinisateurs, si on ne permet pas la réparation de coccinelles pour s'attaquer aux pucerons, ben effectivement, la génération d'après, je ne vous raconte pas, elle n'est pas sûre de pouvoir produire suffisamment. La question de durée, de pérennité, de maintenir les potentialités productives, la fertilité des écosystèmes, c'est un vrai enjeu. Alors on me dit, monsieur Dufumier, vous faites une liste à la Prévert, et il faut bien faire des choix. La politique, c'est faire des choix. Ben, je suis un peu au regret de vous dire, il faut faire tout ça. Alors peut-être que quand même les agrocarburants, peut-être qu'il faudra peut-être privilégier l'alimentation avant de donner à boire à des voitures. Là oui, il y a un vrai débat politique sur l'affectation de notre terre, et c'est ça pour produire du maïs, et pour produire du lin, ou produire de l'éthanol. Mais j'en conviens. Mais sinon, évidemment, il faudra produire en quantité suffisante, en qualité indispensable, et sans dommage pour notre cadre de vie, sans préjudice pour les générations futures, et évidemment, intensif en emploi, quoi. Il faut essayer de faire tout ça. Alors le contexte, il n'est pas drôle, excusez-moi encore. Le contexte, alors vous le connaissez, c'est le réchauffement climatique global. On a perdu 30 ans à ne pas écouter les synthèses de scientifiques qui, sur la base d'études scientifiques, nous prédisaient le réchauffement climatique et nous prédisent y compris le dérèglement climatique, c'est-à-dire une intensité, une fréquence accrue des accidents climatiques extrêmes. On ne les a pas écoutés, mais ça nous coûte cher. Là maintenant, les agriculteurs, je veux dire, on va leur demander de s'adapter au dérèglement climatique. Et éventuellement, je ne suis pas contre, on pourrait aussi leur demander d'atténuer leur contribution au réchauffement climatique, mais évidemment, ils ne le feront que si on les rémunère pour ça. Quand ils rendent un service d'intérêt général, il faut les rémunérer. Je veux dire, moi, il y a quand même le revenu décent des agriculteurs. Donc, intensité, fréquence accrue des accidents climatiques extrêmes, c'est des canicules, des sécheresses, des inondations, des cyclones, des gelées. La Bretagne va vivre des gelées comme elle n'en a jamais connu. Si jamais la fonte des glaces empêche le Gulf Stream de rejoindre la côte, le réchauffement, ça se terminera par des gelées. Ça peut paraître paradoxal, mais on va vers un dérèglement climatique, très clairement, un réchauffement climatique global, un dérèglement climatique, il va falloir s'adapter à ça. Un climat de plus en plus aléatoire, un climat de plus en plus chaotique. Mais fermons pas les yeux. Est-ce que nos agriculteurs sont préparés à ça? Alors évidemment, ça plaide pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ah, diversité. Diversifions les activités, diversifions les productions. Tout le contraire de la spécialisation de l'agriculture industrielle à la Bretagne, l'élevage, au bassin parisien, les céréales, au Languedoc, la vigne. Si les agriculteurs ne dépendent que d'une production, et s'ils se sont lourdement endettés pour une seule production, et on découvre qu'un accident climatique fout tout en l'air, effectivement, question, on va peut-être juste consulter Solidarité Paysans. Attends. Mais je veux dire, il faut éviter ça. Il faut se prémunir contre tout ça, et ne nous voyons pas les yeux, ne soyons pas aveugles, quoi. Et vous avez compris qu'à la COP26, j'ai trouvé qu'on est resté un peu aveugle. Il y aura l'exigence pour les agriculteurs du monde entier,
Évidemment, c'est peut-être encore plus grave dans les pays du Sud qu'on qualifiait du tiers-monde autrefois. Et les agriculteurs vont devoir faire à des sécheresses, des canicules, ça va être insupportable. S'adapter et, évidemment, on pourrait contribuer à l'atténuation. Alors là, il y a 3 gaz à effet de serre. Le premier, c'est comme le gaz carbonique, mais ça, c'est surtout l'industrie. En France, le gaz carbonique, pour ce qui est de la contribution de l'agriculture au réchauffement climatique global, vient en 3e position seulement. C'est quand on fait trop de labour, quand on travaille trop le sol, et que le carbone, vous savez, de l'humus des sols, je vais en reparler de ce carbone, quand il est aéré, quand il est oxydé, ça donne du CO2, du gaz carbonique, c'est un gaz à effet de serre. Mais attention, à l'étranger, le gaz carbonique, c'est la principale contribution de l'agriculture mondiale au réchauffement climatique, et pour l'essentiel, c'est la déforestation. La déforestation de la forêt amazonienne, la déforestation de la forêt congolaise, la déforestation de la forêt de Bornéo. Mais attention, il y a de l'agrodiesel consommé en France avec de l'huile de palme de Bornéo. Et puis quand vous mangez un poulet bas de gamme, je ne parle pas du poulet de Bresse, mais le poulet de moins de 40 jours, maïs soja brésilien, n'oubliez pas que le soja, on a déforesté la forêt amazonienne. C'est-à-dire que notre élevage de poulet bas de gamme, qu'on qualifie de très intensif, il est très extensif. Il exige d'énormes extensions. Ça, on ne vous le dit pas. On ne le dit pas. Mais c'est quand on mange un poulet bas de gamme avec du soja brésilien que nous contribuons à la déforestation du Brésil. Mais on n'a pas le droit d'ignorer ça aujourd'hui. Si on pouvait faire en sorte que les Brésiliens puissent conserver leur forêt, c'est l'atteinte à la biodiversité, cette déforestation, et c'est très émetteur de gaz à effet de serre, le gaz carbonique. Le deuxième gaz, c'est le méthane, on en reparlera, mais c'est le rumen des ruminants. C'est un peu le fumier, mais c'est surtout le rumen des ruminants. Donc chaque row, il y a du méthane qui se dégage. Je vous dis tout de suite, c'est surtout en Argentine et en Inde que la question se pose. En Argentine, dans des ranchs d'élevage extensifs, une des ventes bio, la meilleure au monde, je veux dire riche en oméga 3, ça je n'en doute pas, mais dans d'immenses ranchs d'élevage, aucun emploi. C'est des bœufs qui cueillent de l'herbe et après on cueille les bœufs au lasso. Pendant ce temps-là, les Argentins sont sans emploi dans les bidonvilles. Mais c'est la vente la moins coûteuse au monde. Mais alors je ne vous raconte pas, hein, les bœufs, ils en font de la marche. Et comme ils font de la marche, une grande partie de l'énergie qu'ils ont mangée, ils la dépensent tout de suite dans la marche. Par kilo de viande, la quantité de méthane, elle est considérable. Et alors, la vache sacrée en Inde, premier producteur mondial de lait, l'Inde, 3 litres de lait par jour en moyenne. Donc, par litre de lait, cette vache sacrée, hein, celle qui broute les pots de bananes qui ont été déposés par le marchand de chaussures, celle qui fait les circuits en ville, à la campagne ou autre, hein, qui n'est pas volée parce qu'elle est sacrée, il n'y a évidemment qu'une traite par jour, ça vous le devinez, mais par litre de lait, ça fait beaucoup de méthane. En France, on verra, je pense qu'il y a beaucoup trop d'élevage dans certaines régions comme la Bretagne, pas assez comme dans le bassin parisien, et puis peut-être que ici, il faut maintenir une polyculture élevage. Vous allez voir que je vais défendre la polyculture élevage. Bon, le contexte, il n'est pas drôle. On bitume les meilleures terres agricoles. C'est vrai chez nous. Les parkings, Auchan, les autoroutes, les aéroports. Je ne parle pas de Notre-Dame-des-Landes, il semblerait qu'on ne va pas trop l'étendre. En tout cas, on ne va pas refaire un nouveau. Mais Shanghai, Pékin, Hanoï, sur les plus belles terres agricoles, planes, l'urbanisation rapide est en train de bitumer tout ça, alors qu'il y a une population très dense et que la question quand même de nourrir correctement. Alors, on sait qu'il y a pléthore de nourriture aujourd'hui, ça je l'ai déjà dit, hein, et que ça sert, je vous dis, c'est le gaspillage des riches, l'excédent. Hein. Il faut 200 kg de céréales utilisées par habitant pour être nourri correctement. Il y a 330 aujourd'hui par habitant et par an. Il y a un excédent de 130. Mais c'est le gaspillage des gens riches qui avaient mis dans le frigo, la date de péremption est passée, ils ont mis à la poubelle. C'est l'alimentation des cochons, des volailles, et il y a des gens pauvres donc, qui ont faim et ne parviennent pas à acheter une nourriture qui sert à nourrir des animaux. Et il y a des gens pauvres qui ont faim, qui ne parviennent pas à acheter une nourriture qui sert à produire des agrocarburants. Mais c'est d'abord un problème d'écart de revenus. Mais même comme ça, il faudra donc redistribuer autrement les revenus à l'échelle mondiale, et éventuellement sans doute en France, hein, c'est-à-dire une sécurité sociale alimentaire, peut-être, il faut faire, en tout cas que les gens aient avoir de quoi manger sans avoir à mendier. Je crois que c'est un vrai problème. Mais quand même, il faut envisager, notamment vous verrez dans les pays déficitaires, de quoi accroître les rendements à l'hectare en nourriture dans les pays déficitaires. Et chez nous, ce n'est pas tant le rendement à l'hectare que la valeur ajoutée, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand même, le fait de promouvoir une agriculture qui soit quand même intensive à l'hectare, hautement productive, de valeur ajoutée, de création de richesse et non pas de destruction à l'hectare, est un vrai défi.
Moi, la défense d'une agriculture extensive, qui demande toujours de l'extension, on va déforester la forêt amazonienne, on va déforester la forêt congolaise, la forêt de Bornéo, les savanes arborées vont disparaître. Alors ça, je suis contre, hein, parce que c'est l'effet de serre, parce que c'est la perte de biodiversité. Voilà. Et puis, ne l'oublions quand même pas, les contextes, c'est pas drôle du tout. Hein. L'énergie fossile, elle est fossile, hein, un jour, il n'y en aura plus. Et on parle trop peu des phosphates. Alors que le plus urgent, c'est les mines de phosphate. On nous annonce que d'ici 4 à 5 décennies, ou même 3-4 décennies, je lis en ce moment, le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Et les agriculteurs ici présents le savent, les engrais phosphatés, aujourd'hui, le coût des engrais phosphatés s'accroît bien plus vite que l'inflation moyenne. Hein, parce que les pays qui ont des mines de phosphate nous font payer très cher cette perspective de pénurie. Donc là, il va falloir être très économe en phosphore, mais la plante a besoin de phosphore. Nous avons besoin de phosphore, et pas seulement pour phosphorer. Hein. C'est essentiel à la vie, le phosphore, à la photosynthèse et autres. Eh bien, écoutez, il va falloir résoudre cette question-là. Alors, j'ai tout de suite une question. Avez-vous encore le moral? Alors, ça illustre, même si ces graphes commencent à dater un peu, 2015, mais regardez, la production agricole en France, là on est revenu en France, a tendance à s'accroître, même si c'est un peu chaotique, et notamment 2015-2020, cette année on espérait de très hauts rendements en blé, mais malheureusement, la qualité va être moins bonne et ce genre de choses. C'est chaotique, mais ce qui est terrible, c'est que derrière cet accroissement de la production, la courbe verte, les consommations intermédiaires, les engrais azotés de synthèse très coûteux, en énergie fossile, hein, c'est du gaz naturel russe ou norvégien, hein, pour fabriquer l'ammonitrate, l'urée, le sulfate d'ammonium, et les phosphates, et beaucoup de consommation intermédiaire, on voit bien que ça croise bien plus vite, et regardez la valeur ajoutée, elle s'effondre, et on irait jusque 2020, c'est encore pire. Ça explique les faibles revenus, et de gens qui se sont endettés et découvrent que n'étant pas compétitifs, eh ben aujourd'hui, ils ne dégagent pas les revenus. Sur les filières bas de gamme en question, on a eu tout faux. C'est pour ça que je vous propose qu'on change tout. Alors évidemment, il faut quand même que j'argumente. Qu'est-ce que l'on va faire? Je vous suggère une agriculture qui va s'inspirer de ce qu'on appelle l'agroécologie. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que l'agroécologie? L'agroécologie, peut-être dans certains livres, ceux d'entre vous qui ont lu le livre de Pierre Rabhi, l'agroécologie, 2 points, une éthique de vie. Il met en avant, lui, des jugements de valeur. Mais remarquez ce qui nous réunit aussi, en tout cas Solidarité Paysan, mais je pense pour le plus grand nombre d'entre nous, ce qui fait qu'on est tous là, c'est qu'on partage peut-être un certain nombre de valeurs communes. On souhaiterait peut-être que la paysannerie, des revenus décents, ne soit pas condamnée au suicide, au malheur, etc., à l'assistanat et ce genre de choses. Je partage ce point de vue. Si l'agroécologie permet de résoudre ces questions-là, moi j'y adhère, bien sûr. Si vous écoutiez le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, il y a un certain temps, c'était concilier efficacité économique et performance environnementale. Remarquez, moi aussi, je ne suis pas contre. La viabilité économique, le revenu des agriculteurs, ça m'importe. Donc l'efficacité économique et la viabilité économique, la décence des revenus des agriculteurs, ça m'importe beaucoup. Et les performances environnementales, c'est à la fois pas d'hormones dans le lait, pas de fondrement des abeilles, et survie, s'il vous plaît, des mésanges bleus, quoi, hein, et maintenir la biodiversité et ce genre de choses. Si on peut concilier les deux, je suis pour. Moi, je vais essayer de vous expliquer là, pendant un petit quart d'heure l'agroécologie comme une discipline scientifique. Alors de nouveau, ça y est, on est dans un établissement scolaire, il va demander à ce qu'on se discipline, et ça va être, on va devoir étudier la leçon. Eh bien oui, je vais vous donner une leçon, excusez-moi. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, sur ce que peut être l'agroécologie pour nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière, sans personne laissée pour compte, avec des revenus décents. Ça, on va voir les conditions politiques à réunir, ce sera le débat, mais que techniquement, il est parfaitement possible de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière avec des formes d'agriculture alternatives, chez nous, avec peut-être des rendements un peu moins, mais plus de valeur ajoutée, parce que moins de destruction, et dans les pays déficitaires du tiers-monde, du Sud, accroître et le rendement, la quantité de nourriture disponible, et évidemment, très peu destructive, donc très haute valeur ajoutée. Alors allons-y. Je vous disais que dans l'alimentation, on a besoin d'énergie. L'énergie qu'on dépense au travail, l'énergie qu'on dépense au déplacement, l'énergie qu'on dépense au football, ou même les battements de cœur, ça peut nous arriver d'avoir des battements de cœur. Hein. Cette énergie que nous dépensons tous les jours, on la trouve dans l'alimentation.
Et d'où nous vient donc cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation? Première bonne nouvelle, du soleil. Y a-t-il, je vous pose la question, y a-t-il pénurie annoncée de rayons solaires dans les années qui viennent? Non, pas avant 1 milliard d'années. Alors s'il vous plaît, durable, on va faire un usage intensif, j'insiste, intensif à l'hectare, des rayons du soleil. Je serais brutal que je dirais, je ne veux plus voir un seul rayon du soleil tomber à terre. Alors évidemment, ça veut dire couverture végétale verte, parce que les feuilles mortes ne transforment pas l'énergie solaire en énergie alimentaire, il faut que les feuilles soient vertes. Mais couverture végétale verte, la plus totale possible et la plus permanente possible. Alors en France, ce sera hiver, printemps, été, automne. Et sous la neige, j'en conviens, il n'y aura pas de photosynthèse. Mais la couverture végétale maximale est la plus permanente. Mais maximale, attention, beaucoup d'entre nous ne sommes pas préparés à ça. C'est association végétale. Alors évidemment, quand on travaille à la main, comme au Mexique, ben je vais vous dire, il y a un plant de maïs, il y a un plant de haricots. Les rayons du soleil qui n'ont pas été sur la feuille de maïs tombent sur les feuilles de haricots. Ah, c'est récupéré. Et vous avez tout de suite une pastèque, une cucurbitacée, une courge, une plante rampante qui vient prendre les derniers rayons du soleil qui ne seraient pas tombés sur le maïs, qui ne seraient pas tombés sur le haricot. Évidemment, quand on fait l'agriculture manuelle, associée, alors en France c'est la permaculture, qui sur la même planche vous associe 10 espèces végétales différentes. Et dès qu'il y en a une qui est récoltée, hop, on en remet tout de suite une autre. Mais les rayons du soleil interdits de tomber à terre. Il faut que ça tombe sur des feuilles vertes capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Alors en France, vous avez des gens, moi j'en connais, ils sèment de la févrole entre l'orange et le blé. Les rayons du soleil qui ne sont pas tombés sur le blé, ça tombe sur la févrole. Je connais des gens, ils mettent des lentillons entre l'oranger et le cameline. Ils sèment des cultures associées. Je connais des Bretons qui remettent des pommiers dans la prairie. Je connais des gens au nord de Montpellier, je crois qu'il y aura une photo, qui cultivent du blé dur sous des noyers. On m'avait toujours dit qu'on ne pouvait jamais rien cultiver sous des noyers, vous verrez la photo. Mais l'idée qu'il y ait de la photosynthèse, qu'il y ait de la transformation d'énergie solaire en énergie alimentaire avec des feuilles vertes tous les mois de l'année et le moins de rayons de soleil possible à terre direct, c'est quand même une excellente idée. Alors, il va falloir innover, vous l'avez vite compris. Et puis j'ai insisté sur feuilles vertes, parce qu'une feuille morte ne fait pas ça. Vous savez que l'énergie qu'on trouve dans l'alimentation, excusez-moi de faire court, enfin court dans le sens le prof là, qui raconte, cette énergie, c'est le sucre, les glucides, et ce sont les lipides. Ce sont des hydrates de carbone. Et vous entendez? Carbone. La plante a besoin de carbone pour la ration énergétique, pour la partie carbonée, la partie énergétique de notre alimentation, les sucres, les huiles. Et où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Et je vous pose la question, il est-il annoncé une pénurie de gaz carbonique dans l'atmosphère dans les années qui viennent? Je crois qu'à la COP26, il nous disait qu'il y en a trop. Alors s'il y en a trop, c'est un gaz à effet de serre. Alors allons-y, on va en faire un usage intensif. La plante va intercepter le gaz carbonique, va prendre le carbone, va libérer l'oxygène. Ça n'a jamais fait de mal à nos poumons. Et avec ce carbone, va fabriquer le sucre, le fructose, le saccharose, l'amidon, va fabriquer des huiles, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de tournesol, et même peut-être, avec ce carbone, fabriquer de la paille, fabriquer des racines, et après récolte, si les microbes parviennent à décomposer ça, fabriquer de l'humus, séquestrer du carbone dans les sols, alors là, je suis pour l'agriculture intensive. Enfin, on va respecter la COP21. On va enfin séquestrer du carbone dans la biomasse d'abord, dans l'humus des sols ensuite. Et moi, je vais vous dire, les agriculteurs qui font ça, moi, je pense qu'on doit les rémunérer. Ils nous rendent service. On doit les rémunérer pour ça. Mais évidemment, on va mettre en place des techniques qui sont capables, avec la couverture végétale, de faire tout ça. Alors, vous l'avez compris, le problème, vous le devinez sans doute, il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante et l'oxygène va en ressortir. Et évidemment, le gaz carbonique rentre dans la plante, c'est passé par des petits trous, par des petits orifices. C'est effectivement les orifices par lesquels la plante transpire. Les lycéens ici savent, on appelle ça les stomates. Mais la plante, elle transpire, c'est-à-dire elle prend de l'eau dans le sol, ça remonte par la sève, ça va dans les feuilles, et elle transpire par ces petits trous. Et c'est par ces mêmes petits trous que rentre le gaz carbonique et ressort l'oxygène. Mais la plante, elle a
une capacité que nous n'avons pas. Alors elle, comme nous, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire, plus elle a besoin d'eau. Mais nous, il nous faut boire tout de suite. Mais la plante, si elle manque d'eau à boire dans le sol, elle arrête de transpirer, elle ferme les orifices et arrête de transpirer pour ne pas se déshydrater. Alors elle a un peu de fièvre, nous ce serait catastrophique, hein. Mais elle a un peu de fièvre, mais parvient, malgré la petite hausse de température, à ne pas se dessécher pendant quelques jours. On dit qu'elle résiste au stress hydrique. Quand la plante n'a pas assez d'eau à boire dans le sol, elle arrête de transpirer et donc arrête la photosynthèse. Alors ça nous ramène à la culture du maïs. Évidemment, l'hiver, le sol est à nu, les rayons du soleil tombent à terre, c'est pas génial. Avril-mai, ça y est, le maïs est semé, mais c'est un écartement plus grand que le blé. Beaucoup de rayons du soleil tombent sur la terre, franchement, c'est pas génial. Et puis au mois d'août, ça y est, le maïs recouvre la totalité du sol, les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes, ah ben oui, mais au mois d'août, il ne pleut pas. Pas assez d'eau dans le sol, le maïs cesse de transpirer. Et du coup, cesse la photosynthèse. Ça s'appelle avoir tout faux. Le maïs est une culture tropicale. Sous les tropiques, la saison chaude, c'est la saison des pluies. Chez nous, la saison chaude, pour le maïs, ce n'est pas la saison des pluies, il n'y a pas assez d'eau. Alors je sais que la Bresse, c'est un peu différent. Parce que s'il y a un poulet de Bresse élevé avec du maïs de Bresse, c'est parce qu'il y a beaucoup d'orages. Enfin, attention, avec le dérèglement climatique, est-ce que les orages permettront une culture de maïs sans irrigation dans des régions comme la Bresse dans les années qui viennent? Ça reste quand même une vraie question. Dérèglement climatique. En tout cas, dans le sud-ouest, on sait déjà que s'il n'y avait pas d'irrigation, il y aurait beaucoup moins de maïs. Et du coup, on fait des bassines et on pompe, coûteux en énergie fossile, de l'eau d'un lac phréatique pour remplir des bassines, pour irriguer ensuite. Coûteux en énergie. Et une grande partie de ces bassines pleines d'eau, évaporation. Donc c'est des pertes. On va pomper dans les fleuves. Ah bah oui, il n'y a plus de poissons. Conflit. Sivins, un mort. Je veux dire, on ne peut pas être aveugle face à ça. Je crois qu'il nous faut regarder les choses en face. Donc la monoproduction de maïs dans certaines régions de France, c'est condamné. Alors évidemment, la Bresse, c'est peut-être différent, l'Alsace peut-être aussi, mais parce que l'agroécologie, c'est quand même prendre en considération les considérations locales. Je vous donne quelques principes généraux, mais il faut tenir compte des conditions locales, ça on est bien d'accord. Voilà. Donc là, vous avez compris, le plus important dans les années qui viennent, ça va être la gestion de l'eau. Et je parle de l'eau de pluie, moi je vous parle de celle qui est gratuite. On va en faire un usage intensif. Usage intensif de l'eau de pluie, de cette eau de pluie, ça veut dire que plus un filet d'eau ne doit ruisseler à terre. Toute l'eau doit s'infiltrer dans le sol. Le surplus ira rejoindre la nappe phréatique et peut-être que ça rejoindra la mer. Mais tout doit s'infiltrer dans le sol. Je ne veux plus voir d'eau ruisseler. Et alors évidemment, ça veut dire deux choses. Un, on va mettre des barrières au ruissellement. Justement, c'est la couverture végétale. Le petit filet d'eau, moi je connais Château du Casse. On est là dans les Saint-Émilion, là. Sur les coteaux en pente, l'agriculteur, il maintient un tapis herbacé entre les rangées de vignes. L'eau, elle est ralentie par l'herbe, ça finit par s'infiltrer. Et donc on maintient un tapis herbacé là où autrefois on disait que c'était une mauvaise herbe. Et c'est ça qui permet à l'eau de s'infiltrer. Alors évidemment, elle est fauchée, vous allez voir la photo, elle est fauchée, vous allez voir, c'est un petit robot, mais parce qu'il ne faut pas qu'elle prenne trop d'importance, on évite qu'elle égrène, enfin on évite qu'elle rentre jusqu'à la floraison, etc. N'empêche que ça permet. Il faut que le sol soit, alors y compris quand cette herbe elle sèche, là où il y avait une racine, maintenant on sait qu'il y a une galerie d'eau, l'eau va finir par s'infiltrer là où il y avait une racine qui s'est asséchée. Donc maintenant on a beaucoup progressé. Alors évidemment il faut que le sol soit poreux. Et moi quand j'étais jeune, on m'enseignait le labour. Je pense que encore aujourd'hui, je pense qu'on doit enseigner le labour comme un moyen de rendre le sol poreux et donc permettre. Et bien maintenant, j'enseigne aussi le zéro labour, ou les techniques culturelles simplifiées, ou un travail du sol minimum. En tout cas, surtout pas d'exagération dans le travail du sol, parce que le carbone de l'humus aéré retourne à l'état oxydé, retourne à l'état de gaz carbonique, et en plus, le travail du sol, ça ne fait pas forcément que du bien aux vers de terre et autres. Or justement, la porosité du sol, qui est impératif, il faut que l'eau s'infiltre, ben ça va être les vers de terre, les cloportes, les colamboles, peut-être même les herbes une fois desséchées, mais ça va être la biologie des sols qui, dans l'agriculture moderne de demain, va rendre le sol plus poreux.
Et là, excusez-moi, des gens qui pratiquent l'agriculture de conservation, il n'y en a pas qu'au Brésil, il y en a en France, il y en a dans les pays. On sait ça. Aujourd'hui, on le sait. C'est avéré. Alors, je ne vous parle pas forcément d'études statistiques très fines, mais tous ceux qui s'adonnent à ce type d'agriculture vous racontent qu'ils sont fiers de retrouver des vers de terre et de voir que l'eau s'infiltre et ruisselle beaucoup moins. Alors, on verra tout à l'heure, le ver de terre, la nuit, il va à la surface, il bouffe les matières organiques, les feuilles mortes et tout ce qui est à terre. Dès que le jour apparaît, hop, il rentre en sous-sol, il digère ces matières organiques et aide à la fabrication de l'humus. Ce que ne fait pas le ver de terre, c'est que l'herbe, la mauvaise, celle qui vraiment est concurrente des cultures, celle qui fait que parfois on désherbe, eh bien, le ver de terre, il ne sait pas le manger. Et ça, souvent, l'agriculture de conservation utilise du désherbant. Donc, on va dire, peut progresser. Mais vous allez voir, je connais des gens qui pratiquent l'agriculture de conservation bio. Mais on va voir ça tout à l'heure. Voilà, mais en tout cas, l'idée de porosité. Et deuxième chose, que l'eau de pluie qui rentre dans le sol, seul le surplus, seul l'excédent rejoigne la nappe phréatique, et que le maximum d'eau reste à hauteur des racines, ça c'est l'humus. Et l'humus, c'est beaucoup de carbone, c'est le carbone du gaz carbonique qui a servi à produire de la paille, qui a été décomposé par des microbes et des champignons, et qui va permettre de constituer l'humus des sols. Là, vous l'avez compris, et c'est ça qui retient l'eau, c'est ça qui retient les éléments minéraux, c'est ça qui donne une stabilité structurale au sol, une résistance à l'érosion. Il nous faut enrichir nos sols en humus, en interceptant le maximum de carbone. Et ça, je vous l'ai déjà dit, c'est allonger la durée de la photosynthèse. Donc vous voyez qu'on est dans un cercle qui pourrait être vertueux, à faire plus d'humus, rallonger la photosynthèse, et en allongeant la durée de la photosynthèse, on fixe davantage de carbone dans l'humus, et hop, voilà, c'est ça qu'il nous faut parvenir à faire. Mais l'humus, c'est 50% de carbone, 5-6% d'azote. Et c'est vrai que le microbe qui décompose la paille, les racines après récolte, si à ce moment-là précis n'a pas assez d'azote, eh bien le microbe ne parvient pas à décomposer la paille. Peut-être même le carbone retournera à l'état de gaz carbonique. Oui, en agriculture, on a besoin d'un petit peu d'azote, 50% de carbone et 5-6% d'azote dans l'humus, mais on n'a pas seulement besoin d'azote pour aider les microbes à fabriquer de l'humus, mais on a surtout besoin d'azote pour les protéines. Deuxième nécessité dans notre alimentation, c'est maintenant la ration énergétique, les lipides, les glucides, ça y est, on a compris, mais les protéines, on a besoin de renouveler tous les tissus du corps humain, les cheveux, les ongles, la peau, les muscles, tout ça c'est des protéines qui s'usent, ça repart les déchets dans nos urines et autres, et il faut renouveler tous les jours avoir notre ration de protéines, et les protéines, vous le savez, c'est un constituant azoté, c'est des hydrates de carbone sur lesquels on rajoute de l'azote. Mais troisième bonne nouvelle, s'il vous plaît, où la plante trouve-t-elle l'azote? Dans l'air. 79% d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi. Et pas de pénurie avant des siècles. Allons-y. Faisons un usage intensif de l'azote de l'air pour fabriquer des protéines. Et là, le problème, ce n'est pas tant la gestion de l'eau que rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone, c'est coûteux en énergie. Et là, il y a bien deux méthodes. L'agriculture industrielle, on veut qu'un blé soit riche en protéines, panifiable comme ça, attention au gluten, mais eh bien, on lui apporte un engrais azoté de synthèse, ammonitrate quand ça n'explose pas, Beyrouth, Toulouse, sulfate d'ammonium, urée, et fabriqué avec quoi? Avec de l'énergie fossile. En France, on est dépendant pour les 3/4 de l'importation d'engrais azotés de synthèse. Le dernier quart, on le produit avec du gaz naturel russe ou norvégien. Et puis je vais vous dire qu'on importe des engrais azotés depuis l'Allemagne, c'est du gaz naturel russe ou norvégien. Et évidemment, les Russes sont prêts à nous livrer du gaz naturel en grande quantité à des prix. Enfin, vérifiez quand même ce que je raconte. Vous avez le droit, parfois, je disjoncte. Mais donc, notre indépendance énergétique est quelque chose de très réel. Le fait qu'il ne faille pas consommer d'énergie fossile est quelque chose de très réel. Et le fait qu'en dépendant des engrais azotés de synthèse, on émet ce qui est le premier gaz à effet de serre en France, 3e dans la position mondiale, celui dont je n'ai pas encore parlé parce que la presse n'en parle pas, le protoxyde d'azote, N2O pour les chimistes, le protoxyde d'azote, 300 fois plus, enfin 298 fois plus réchauffant que le gaz carbonique, excusez-moi, c'est quand on dépend les engrais azotés de synthèse. Pas exclusivement, mais essentiellement. Et c'est la première contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique à hauteur de la moitié. Le deuxième, c'est le méthane, et en troisième, je vous ai dit, c'est le carbone, c'est surtout le labour. Et comme en France, la forêt reprend ses droits, il nous arrive de séquestrer du carbone dans la forêt. Attention au retour des loups. Mais enfin,
Voilà. Mais par contre, à l'échelle mondiale, notre alimentation contribue à déforester, mais ailleurs, au Brésil. Voilà, donc on va renoncer, si vous en êtes d'accord, aux engrais azotés de synthèse. C'est désuet. C'est désuet. Y a-t-il une alternative? Et là, tous les agriculteurs du monde entier, mais tous connaissent l'alternative. On l'appelle légumineuse. C'est le trèfle, la luzerne, le sainfoin, le lotier, la vesse qu'on veut nourrir des ruminants. C'est le soja, le lupin, le pois fourragé, la févrole quand on veut nourrir des volailles, des cochons. C'est des lentilles, des haricots, des pois chiches, des petits pois, des fèves. Quand nous voulons, dans notre ration alimentaire, nous voulons des protéines végétales, riches en fibres, moins de cancer du côlon. Franchement, cette France qui exporte du blé, qui exporte des poulets bas de gamme, qui exporte des œufs, qui exporte ces produits-là, pourquoi? Mais dites-moi pourquoi? En France, nous sommes dépendants aux 2/3. Nous importons nos protéines cassoulet de castelnau d'Ari. Vérifiez si c'est du haricot tarbais. Il vient d'Argentine. Enfin, pas le haricot tarbais, mais... Donc, on ne pourrait pas faire des haricots en France? Nos cochons sont alimentés avec du soja et du tourteau de soja brésilien. Mais je vous pose la question. Pourquoi en France? Sur le territoire français? Donc, tu ne trouverais pas des légumineuses françaises capables d'intercepter l'azote français, quoi. Hein? Plus franchouillard que certains candidats au présidentiel, c'est Marc Dufumier. Alors, ce n'est pas franchouillard du tout ce que je viens de vous raconter. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas par réflexe nationaliste, franchouillardiste, bête et méchant. Les Brésiliens... parce que les Brésiliens, quand je leur dis qu'il nous faudrait, nous, l'Europe, parce que l'Europe est dépendante pour les 3/4, la France est un peu moins dépendante que beaucoup d'autres pays, en importation de soja, tourteau de soja en provenance du Brésil, en provenance des Amériques, on va dire Argentine, Brésil, États-Unis, Uruguay, Paraguay. Mais quand je dis au Brésil, il faudrait que l'Europe se protège par des droits de douane conséquents contre l'importation de votre soja, transgénique de surcroît, etc., pour que nous retrouvions notre souveraineté protéinique, vous savez ce qu'ils me répondent, les Brésiliens? Alors il y a quand même 2 catégories de Brésiliens. Le grand exportateur de soja me fait un cours. Monsieur Dufumier, vous êtes peut-être bon agronome, vous êtes piètre économiste. Parce que l'économie, les néoclassiques, depuis Ricardo, puis les néoclassiques, nous ont toujours montré que le libre-échange, c'est la spécialisation sur nos avantages comparatifs, et c'est gagnant-gagnant. Vous avez des avantages comparatifs pour faire du champagne, nous on a des avantages comparatifs pour faire du soja, et on s'échangera le soja avec du champagne, c'est gagnant-gagnant. Alors, je sais quoi répondre à ces économistes, rassurez-vous, mais je n'ai pas besoin de leur répondre. Il y a tout de suite d'autres Brésiliens, plus nombreux, qui me disent, monsieur Dufumier, vous n'écoutez pas. Hein. Nous, on n'est pas fiers, Brésiliens, de produire du soja pour vous nourrir vos cochons, monsieur Dufumier, vos volailles, monsieur Dufumier, vos ruminants, monsieur Dufumier. On souhaiterait que notre soja nourrisse des Brésiliens. C'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à gérer en circuit court le cycle de la photosynthèse, le cycle du carbone dont je parlais tout à l'heure, le cycle de l'azote, la légumineuse, dans les rotations, les assolements et les associations végétales, tous les peuples du monde y ont intérêt. Et je veux dire, si les Brésiliens pouvaient avoir une agriculture plus autocentrée, plus diversifiée que ces quelques cultures d'exportation, pouvaient associer ou mettre en rotation ou en assolement des cultures bien plus diversifiées et éventuellement utiliser moins de glyphosate, il y aurait moins de gens dans les bidonvilles et peut-être que tout le monde mangerait au Brésil du soja brésilien. Mais il y a vraiment beaucoup à faire, j'en conviens. Ça va être le débat. Mais techniquement, en tout cas, on sait faire dans tous les pays du monde. Vous appellerez ça arachide au Sénégal, vous appellerez ça soja évidemment au Brésil, vous appellerez ça pois Congo en Haïti ou au Congo, vous appellerez ça dolique à Madagascar. Les légumineuses alimentaires qui nous permettraient soit de nous nourrir nous-mêmes, soit de nourrir des animaux, et des légumineuses qui vont intercepter l'azote de l'air. Alors c'est des microbes qui utilisent les glucides de la plante, donc l'énergie solaire, le produit de la photosynthèse. Cette énergie, le microbe l'utilise pour proliférer d'abord, pour prendre l'azote ensuite, fabriquer l'acide aminé, le premier constituant des protéines, et refiler ça à la légumineuse. Et en plus, une fois la récolte faite de la légumineuse, dans les racines, il y a encore des nodosités avec ces microbes. Les racines des légumineuses sont riches en azote et ça fertilise la culture qui vient l'année d'après dans la rotation, sans qu'on ait besoin de mettre des engrais azotés de synthèse dont on a dit que c'était coûteux en énergie fossile et très émetteur de protoxyde d'azote. Mais qu'est-ce qu'on attend pour mettre des légumineuses sur le territoire français? C'est conforme à la COP 21,
c'est des protéines végétales. Alors, évidemment, pour l'alimentation humaine, peut-être plus de légumes secs, hein, j'en conviens, c'est des questions de sanitaire, là, les lycées, pas seulement les lycées, mais les cantines sont très... Vous savez, on vous dit parfois un repas végétarien dans la semaine, c'est pas forcément idiot, loin de là, même si pour certains ça peut apparaître comme l'aliment du pauvre, mais quand même, si trop d'acides gras saturés avec nos viandes, si trop de choses de ce genre, eh bien effectivement, un repas végétarien dans la semaine, ça peut faire du bien. Et ça peut être équilibré en protéines. Alors c'est souvent le soja qui est qui a tous les acides aminés essentiels, mais pas seulement. En tout cas, on peut parfaitement faire tout ça. Et du coup, la question est résolue. Et puis alors du coup, le paysan qui mettait des févroles entre ses rangées de blé tout à l'heure, il a produit les calories, c'est le blé. Ces protéines, c'est la févrole. Après récolte, eh bien, il y a les racines du blé riches en carbone, les racines de la févrole riches en azote, bon dosage carbone-azote, et voilà que ces microbes vous fabriquent de l'humus sans même qu'on ait à mettre du fumier. Et j'ai coutume de dire, certains m'ont déjà entendu, je suis un ardent défenseur du fumier. S'il vous plaît, pour des raisons objectives, rien à voir avec mon nom. Le fumier, c'est l'azote de l'urine qui rejoint le carbone de la paille. Ce n'est plus du lisier, ce ne sont pas des nitrates qui vont s'écouler et fertiliser des algues vertes sur le littoral. L'azote va être récupéré dans le fumier va retourner au sol et ça va fabriquer de l'humus. Oui, les agriculteurs méritent d'être correctement rémunérés quand ils parviennent à mettre des techniques, que ce soit les associations légumineuses céréales dans leurs champs, que ce soit en remettant les animaux sur la paille. Pourquoi faut-il qu'en Bretagne, on ne mette plus les animaux sur la paille? Ça pisse sur du béton. Le lisier s'écoule, c'est sur caillebotis. Hein. Et après, même si on essaie de fertiliser des prairies avec ça, ça s'écoule, ça fait de très belles algues vertes sur les plages. Quelques chevaux en sont morts. Enfin, alors c'est clair qu'il ne faut pas ça. Il faut récupérer ça. Et hop, on remet ça au sol. Et la fertilisation azotée peut être la récupération. Alors les effluents humains, parce que nous aussi, hein, dans nos urines, il y a de l'azote. Là, Là, il faut vérifier. Parce que nos boues d'épuration, les effluents humains, hein, sont riches en azote, riches en phosphore, etc. Mais ont peut-être rejoint des eaux usées industrielles avec du cadmium, du plomb, du mercure, des métaux lourds. Donc les boues d'épuration, avant de remettre ça pour fertiliser les sols, là par contre je suis prudent. On fait l'analyse d'abord. S'il y a trop de métaux lourds, on ne fait pas. C'est embarrassant, hein, parce qu'il y en a des boues d'épuration hein, qui pourraient servir à la fertilisation. Mais là je crois qu'il nous faut quand même être prudent. Voilà, donc on a résolu beaucoup de choses. J'avais oublié de mettre l'usage de l'azote, les cycles du carbone et des azotes en station, l'association étroite de l'agriculture, et maintenant il y a les éléments minéraux. Et je vais terminer mon petit cours d'agroécologie, on va avoir des photos. On a besoin de calcium, de potassium, de phosphore, d'oligo-éléments. Le calcium, les falaises calcaires à l'échelle mondiale, pas de pénurie annoncée avant des siècles. Évidemment, dans des sols acides, si vous êtes sur les granites roses de Bretagne, vous rajoutez du calcium pour corriger l'acidité des sols, mais on ne manque pas de calcium. Le potassium, j'entends pas, les mines de potasse en France sont fermées, hein, on n'oubliera quand même pas que c'est fossile, mais quand on regarde des experts, des mines de potasse, il y en a encore pour bien des générations. Mais le phosphore, je vous l'ai dit, c'est tout le contraire. Et du coup, il nous faudra être très économe, et là c'est un peu comme pour l'azote, il ne faut pas que ça rejoigne les plages et l'océan, il faut que ce soit réintercepté pour fertiliser les sols. Alors c'est les effluents d'élevage, bien sûr, hein, le phosphore de nos urines, allez hop, on remet. Et puis, il faut aussi trouver du phosphore ailleurs. Et la question devient, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a en quantité suffisante? Et où ça? Alors, est-ce qu'il y en a? Oui. Est-ce qu'il y en a en grande quantité? Oui. Mais, où ça? Ben, à faible dose, dans la roche-mère. Le granit, le grès, le schiste en sous-sol. D'ailleurs, les éléments minéraux du sol, les phosphores qu'il y a dans le sol, coincés dans les argiles, c'est du phosphore qui était présent dans la roche-mère avant qu'elle soit altérée. Mais la roche-mère, là, il y a des kilomètres de grès, et puis sur le monde entier. Donc, en fait, le phosphore, on ne va pas en manquer. Mais réduire cette roche en poudre fine pour que ce soit assimilable par les plantes, tant qu'on dépend d'énergie fossile, oubliez. Et là, je suis désolé pour la jeune génération, je vous le dis tout de suite, c'est pour 2-3 générations. Il faudrait attendre qu'on ne dépende que d'énergie renouvelable, aucune énergie fossile. Je ne sais pas combien de temps on va y mettre, il y a beaucoup de promesses dans les COP, hein, mais en tout cas, c'est que quand on dépendra d'énergie renouvelable, totalement renouvelable, qu'on pourra envisager de réduire cette roche en poudre, surtout que les taux de phosphore ne sont pas très élevés. Donc ça peut devenir hyper coûteux.
Mais est-ce qu'on ne peut quand même pas en récupérer? La réponse est oui, parce que la roche-mère est altérée tous les jours. Le granit, le grès, le schiste libèrent des éléments minéraux. Et ces éléments minéraux que la roche libère, eh ben, pour l'instant, rejoignent la mer à travers un nappe phréatique. Ce n'est pas accessible à une racine de blé, ce n'est pas accessible à une racine de sorgho. Eh ben, allons-y, mettons des arbres avec des racines profondes, qui avec leurs racines profondes vont aller chercher des éléments minéraux, ça va remonter avec la sève, ça va dans la feuille tombe à terre, ça fertilise la couche arable. Oui, oui, remettre des pommiers dans la prairie, c'est pas idiot. Le pommier avait un rôle fertilisant. La haie du bocage avait un rôle fertilisant. Et vous avez même des agriculteurs aujourd'hui, les hautes tiges de leurs haies, quand ils les abattent régulièrement, ils en font du bois raméal fragmenté et l'utilisent comme fertilisant organique. Attention, c'est beaucoup de carbone, il vaut mieux faire ça là où il y a un peu d'azote, ou là où il y a une légumineuse, mais on commence à savoir faire. On n'est pas sans savoir-faire. Mais oui, les arbres peuvent jouer un rôle fertilisant. Puis alors, si l'arbre est une légumineuse, alors là, quand la feuille morte tombe à terre, il y a du carbone, il y a de l'azote, il y a le bon dosage carbone-azote, ça fabrique de l'humus, ça retient l'eau. Alors là, c'est encore mieux. Il y a des arbres fertilisants, fertilitaires, disent certains, qui peuvent être des légumineuses, mais ça apporte le carbone de la photosynthèse, l'azote. Enfin, c'est toujours géré en circuit court, le cycle du carbone et de l'azote. Et c'est vrai que là, les lentilles entre la camomille, c'est une façon de faire, le fumier, c'est une façon de faire, et autres. Mais les arbres, ça va aller chercher les éléments minéraux. Alors, en plus, hyper moderne, les champignons mycorhiziens, la truffe. Alors ça, les Français connaissent la truffe parce que c'est bon. Mais vous avez des quantités de champignons qu'on qualifie de mycorhiziens qui ne décomposent pas seulement le bois mort, ça c'est les champignons, ça profite, mais qui s'incrusent dans la racine de l'arbre, qui s'incrusent dans la racine de la plante annuelle, utilisent l'énergie de la plante, développent un mycélium extrêmement fin, et avec ce mycélium extrêmement fin, vont aller chercher les éléments minéraux coincés dans les argiles et restituer ça à la plante dont il avait tiré l'énergie. Ben voilà, nous avons la solution. Tous les éléments minéraux qui sont coincés dans les argiles, dans les sites internes de l'argile, que la plante ne parvient pas à débusquer avec ses racines les plus fines, eh bien les champignons sont capables de les débusquer, les restituer à la plante. Et là, je vous dis tout de suite, il y en a pour quand même un bon moment. Plusieurs générations avant que ce soit épuisé, y compris, il y a le phosphore qu'on avait épandu dans les sols et qui se sont retrouvés coincés dans les sites internes de l'argile. Eh bien, figurez-vous, ces phosphores qui ont déjà coûté, qui ont déjà été payés, qui viennent de mines de phosphate, qui ont été coincés dans les argiles, on va les retirer et ce sera disponible pour la plante. Non, on n'est pas sans solution technique. Et puis vous l'avez compris maintenant, la haie, elle va héberger des coccinelles qui vont s'attaquer aux pucerons, des pollinisateurs qui vont polliniser les pommiers, les poiriers, le tournesol, le colza. Ils vont émerger la bande enherbée des carabes qui vont s'attaquer aux limaces. Et puis les mésanges bleus, aux larves du carpocaps, et puis les chauves-souris, etc. Parce que les chauves-souris ne sont pas que des transmetteurs de virus. En tout cas, nous, les chauves-souris de françaises, on les a fréquentées depuis longtemps. Ça y est, nos microbes sont déjà partagés. Hein. C'est de la forêt vierge. Hein. C'est la fréquentation de forêt vierge qui nous occasionne parfois de fréquenter des virus auxquels nous n'étions pas accoutumés. Mais, eh ben oui, on ne manque pas, mais vous avez vu, cette agriculture-là, c'est une énorme biodiversité sauvage, une énorme biodiversité domestique. On va cesser d'éradiquer, c'est-à-dire on ne va plus utiliser des produits ancides, puisqu'on sait que pour la plupart, c'est des perturbateurs endocriniens, donc on va préserver la santé des jeunes. Mais du coup, si on n'éradique plus les ravageurs, il va falloir vivre avec. Si on n'éradique plus les champignons pathogènes, il va falloir vivre avec. Comment ? On va minorer leur prolifération et on va minorer les ravages. Alors, minorer la prolifération, c'est la diversité. Quand dans un même champ, vous avez 3 espèces différentes, le maïs, le haricot, la cucurbitacée, je vais vous dire, l'insecte prédateur de la cucurbitacée, pour retrouver une autre feuille de cucurbitacée, il est arrêté par 2 barrières, maïs, haricot. Ah, pas accueillant. Pareil, vous allez voir des champs de riz en Chine où ils mettent 2 variétés différentes, les unes pas tolérantes aux mêmes champignons pathogènes. Et donc un champignon pathogène qui commence à attaquer une des variétés, pour retrouver la plante de la même variété, se retrouve avec une autre variété qui n'est pas accueillante. Enfin voilà, la biodiversité va limiter la prolifération, mais on peut aussi utiliser les insectes auxiliaires. Alors, y compris, on peut choisir des variétés tolérantes aux insectes prédateurs. Vous avez des pucerons, et vous sélectionnez une variété toute velue, toute pleine de poils. L'insecte piqueur suceur essaye de piquer, sucer la sève, et avec les poils, il n'y arrive pas. Bon, on vit avec, sans trop de dommages. Vous avez des chenilles,
Alors là, je ne vous raconte pas. Hein. Vous sélectionnez des variétés feuilles lisses, cirées. Le papillon dépose son œuf, hop, ça tombe tout de suite à terre. Pas de développement de larves dans la feuille. Et puis maintenant, on connaît, parce qu'on a beaucoup progressé, on connaît des variétés qui tolèrent au même endroit et les pucerons et les chenilles. Oh, feuilles lisses. Alors comment se fait-il que le puceron ne parvient pas à endommager la plante? Alors il y parvient. Il fait un trou. Et par ce trou, il y a un gaz volatile qui sort, et ça attire la coccinelle qui va s'attaquer au puceron. Alors, les plantes attractives, les plantes répulsives, les phéromones, enfin, je veux dire, toutes les substances végétales qui font qu'avec la coévolution dans l'espace et dans le temps, eh bien, il y a des êtres domestiques et des êtres sauvages qui ont coexisté pendant des siècles sans trop de dégâts sur les espèces domestiques. Ce sont souvent des semences paysannes, ce ne sont souvent pas celles-là qu'on a sélectionnées dans les stations expérimentales, toutes choses égales par ailleurs, parce que pour comparer les variétés, il ne fallait pas qu'il y ait plus de chenilles à un endroit, il ne fallait pas qu'il y ait plus de nématodes à un autre, donc on a employé les insecticides, et du coup on a des variétés à haut potentiel génétique de rendement, sensibles aux ravageurs, sensibles aux agents pathogènes. Oui, l'agriculture moderne de demain, qui est très moderne, hein, les champignons mycorhiziens, nos grands-mères ne savaient pas ça, hein. Les phéromones, tout ça, enfin je veux dire, les champignons mycorhiziens, enfin, il y a une foule de choses que nous ne savions pas. Mais néanmoins, on va devoir aussi récupérer des variétés, des races animales quand ça a disparu, bon, on ne pourra pas, mais des gènes par contre, il faut essayer de récupérer, et puis des savoir-faire aussi, remettre les émotions fumiers, remettre des pommiers dans la prairie. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est vraiment une agriculture moderne dont je vous parle, qui est très peu destructrice d'engrais, de produits phytosanitaires, d'énergie fossile. Au contraire, je vous dis, c'est très peu d'énergie fossile et pas de produits pesticides. Donc très haute valeur ajoutée. Et ça peut accroître les rendements dans les pays du Sud. Vous allez voir les photos. Et moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on attend? Enfin, je veux dire, on va faire un usage intensif de ce qui ne coûte rien. Les rayons du soleil, le carbone du gaz carbonique, l'azote de l'air, les éléments minéraux du sous-sol, les coccinelles, tous les insectes auxiliaires en question. C'est ça dont on va le mettre, et c'est gratuit. Et vous savez ce qu'elle a comme défaut, cette agriculture dont je viens de vous parler, que tout le monde me dit? Monsieur Dufumier, vous êtes bisounours, vous êtes rêveur, vous ne l'avez pas rendu compte, on a fait tout le contraire. Pourquoi? Parce qu'on voulait produire au moindre coût monétaire. On voulait motoriser, mécaniser, chimiser pour produire au moindre coût monétaire. Là où il y avait des travailleurs, on les a remplacés par des machines. Là où il y avait des gens qui désherbaient, on les a remplacés par du désherbant. Ça a créé du chômage, mais on a produit pour moins cher. Et moi, évidemment, ce que je propose, c'est artisanal, ce n'est plus une agriculture industrielle, c'est soigné, c'est bichonné, c'est intensif en travail, c'est intensif en emploi. Est-ce grave, dans un pays où il y a 8-10% de chômage, de promouvoir une agriculture intensive en emploi? J'ai envie de dire non, c'est un salut social. Et peut-être que si tout le monde a un emploi correctement rémunéré, il n'y aurait même pas besoin de l'association Solidarité Paysans. Mais qu'est-ce qu'on attend? Alors évidemment, vous l'avez compris, il faut rémunérer les agriculteurs pour ce type d'agriculture. Alors on voit bien que l'agriculture biologique, qui relève très largement de l'agroécologie scientifique, même si, dans la visite, on discutait un petit peu, un pesticide naturel reste un pesticide. L'agriculture bio va devoir progresser, l'agriculture de conservation va devoir progresser. D'ailleurs, moi je connais des gens qui font de l'agriculture de conservation bio, l'agriculture bio de conservation, c'est-à-dire qui parviennent à un travail minimum du sol sans avoir à mettre du glyphosate et des herbicides. Alors, je ne vous raconte pas la longueur de la rotation, hein. Et puis, évidemment, on met une prairie temporaire qui est fauchée, les dites mauvaises herbes sont fauchées avant d'arriver à l'égrenage, et on parvient à ressemer après tout ça. Et puis, il y a du chanvre. Alors, pas le chanvre récréatif, hein, vous les jeunes, c'est pas de ça dont je parle, hein. Moi, je parle de la fibre textile. Et comme on sait que de plus, avec le plan de relance, il va y avoir une demande dans toutes les régions françaises de chanvre comme matériel d'isolation pour les bâtiments, on n'est pas obligé de faire le Languedoc, la vigne, et chercher une région spécialisée chanvre. Non, on peut mettre des chanvres dans la rotation, une année sur je ne sais pas combien, peut-être 7 ou 8, hein, donc des rotations longues, très diversifiées, hein, c'est ça qu'il faut, hein, pour éviter les prédateurs, les agents pathogènes et la croissance des herbes. Parce que je peux vous raconter que quand dans un champ de chanvre, vous voyez les herbes adventices commencer à pulluler, le chanvre il pousse, il fait un ombrage tel que l'herbe qui a germé, je veux dire, elle n'arrivera pas à la floraison, hein. Donc oui, on connaît des méthodes de lutte contre les adventices qui n'est pas l'éradication de la biodiversité, mais on minore les ravages et la prolifération de ce qui nous est gênant. Enfin, on n'est pas sans solution, mais c'est artisanal, c'est soigné, c'est créateur d'emplois, il faut rémunérer tout ça. Alors le bio, ben évidemment, il parvient à vendre son produit plus cher, et il y a des consommateurs qui sont prêts à payer un produit bio plus cher,
parce qu'ils ont le revenu et parce qu'ils ont confiance, il y aura moins de perturbateurs endocriniens, moins d'antibiotiques dans la viande, et ils payent plus cher. Donc le producteur bio, grâce au label, grâce à la certification par une tierce partie, grâce au logo, lui, il est à peu près correctement rémunéré. Ce n'est pas chez eux aujourd'hui qu'il y a le plus de taux de suicide, hein, même s'il y a des gens qui échouent, hein, on est d'accord, mais ce n'est pas chez eux. Et alors, il y aurait le bio pour les bourgeois bohèmes et les perturbateurs endocriniens pour les couches modestes? Je ne suis pas d'accord. Hein. Moi, tous ces ministres que je rencontre et qui me disent « Mais oui, il y a un marché pour le bio, monsieur Dufumier, mais il y a aussi une production de masse pour les gens pauvres. Oui, les perturbateurs endocriniens pour les gens pauvres. » Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, on va rémunérer les services environnementaux, si vous en êtes d'accord, quand les agriculteurs séquestrent du carbone dans les sols, soit parce qu'ils ont mis du fumier, soit parce qu'ils ont associé de l'antillon à la cameline, soit parce qu'ils ont en tout cas associé les cycles du carbone et de l'azote. Ça séquestre du carbone dans les sols, ça fabrique de l'humus, c'est conforme à l'intérêt privé des agriculteurs, mais en même temps, c'est conforme avec la COP 21. Ça séquestre du carbone dans les sols, c'est un service d'intérêt général. Je paye. Dites-moi, à quel prix êtes-vous prêt à mettre en place ces techniques? Voilà, des agriculteurs qui ne sont plus des mendiants, des subventions de la PAC, des agriculteurs qui sont correctement rémunérés, droit dans leurs bottes. Ils font un bon produit, ils sont rémunérés bio. Ils font des services d'intérêt général. C'est le contribuable qui paye à travers les subventions de la PAC. Et droit dans leurs bottes, ils sont fiers d'avoir rendu ce service d'intérêt général par la voie contractuelle. Ils ont été payés pour ce service. Ils mettent des légumineuses dans nos rotations. Ils nous évitent des importations de soja en provenance des Amériques. Ça évite la déforestation au Brésil. Ça évite des importations de gaz naturel russe et norvégien pour fabriquer des engrais azotés de synthèse très émetteurs de protoxyde d'azote. On est conforme avec la COP 21. C'est un service d'intérêt général. Mais dites-moi, à quel prix êtes-vous prêt à mettre des légumineuses dans votre rotation? C'est un peu comme quand je négocie un bon fromage. À quel prix êtes-vous prêt à me faire un camembert de Normandie au lait cru moulé à la louche? Ça, c'est le Normand qui parle. Hein. Mais, excusez-moi, le bleu de Bresse, c'est très bon, mais le camembert de Normandie... Voilà, enfin, de nouveau, ce n'est pas le franchouillardisme, mais c'est le normandiadisme. Bon, je ne sais pas comment vous dites. Enfin, mais si c'est artisanal, ben je mets le prix. Ben, le service environnemental, pareil. À quel prix êtes-vous prêt à nous rendre ce service? Et le contribuable paye, c'est des impôts qu'on paye déjà. Hein. C'est les subventions de la politique agricole commune qui devraient servir à ça. Et puis vous mettez des nichoirs, vous mettrez des haies, vous mettez tous les carabes, toutes les mésanges, tous les cirfes, toutes les abeilles, toutes les coccinelles et tout, vous nous ressuscitez ça, ça nous évite les pesticides. Mais dites-moi à quel prix? Et je vous paye. Eh bien écoutez, il y aura une paysannerie bien plus fière et sans doute bien rémunérée. Et puis, et nous, ben on aurait de la bonne nourriture, sans perturbateurs endocriniens, sans antibiotiques, sans hormones dans le lait, et on serait conforme à la COP 21. Enfin, je veux dire, on serait pas que des menteurs et des hableurs. Voilà, alors, juste à gauche, c'est les prairies à la Pochon en Bretagne, raies-gras, trèfle blanc, vous l'avez compris, une même prairie, couverture totale du sol, hein, bien sûr, les rayons de soleil, mais bon dosage carbone, azote, pour l'alimentation des animaux et pour la constitution de l'humus. À droite, c'est la même chose en climat méditerranéen. La vesse et l'avoine, la vesse grimpe sur l'avoine, en tout cas, carbone, azote. Alors évidemment, ça c'est plus déjà ma Normandie, mais après c'est les lentillons sous les blés, donc alors évidemment, ça pousse, les légumineuses sont toujours sous la céréale, hein, et vivent dans un premier temps à l'ombrage de la céréale. Là, bon, ça paraît trop monoculture, mais quand même, hein, les luzernes, ça peut être très très utile à vérifier. Ah oui, je voulais vous montrer ça. La mauvaise herbe, là-dedans, elle ne survit pas. Hein. Ça, je peux vous assurer. Là, c'est du cannabis, hein, mais pas à usage récréatif. Je ne voudrais pas qu'il sorte dans les réseaux sociaux, M. Dufumier, c'est le grand défenseur. Vous savez, Bon, alors ça, c'est le Normand qui montre que le bocage avait des raisons d'être. Et donc, ces génies, écoutez, voilà. Que la haie, avec ses différentes strates, parce que quand on dit on va payer les agriculteurs pour mettre des haies, mais il faut que ce soit au moins 3 strates différentes. La strate herbacée, la strate arbustive, la strate arborée. Et puis les hautes tiges vont être découpées régulièrement pour faire du BRF. Alors ça, c'est pas un problème. Ça produit du bien-être et ça peut produire du bois, ça peut produire beaucoup de choses. Et ça peut contribuer avec la chute des feuilles à la fertilisation des couches arables. Hein. Voilà. Quand de plus vous êtes dans le Limousin avec une saison sèche très marquée, eh bien, écoutez, quand il n'y a plus d'herbe et que les agriculteurs sont obligés de se débarrasser de leurs animaux excédentaires parce qu'il n'y a plus de quoi les nourrir, savoir que dans la haie, il y a des frênes fourragers et que c'est quand même une épargne sur pied pour quand il y a des canicules, des sécheresses et tout, et que ça permet de nourrir les animaux, ben, ça sauve quand même un peu du capital du fermier en question. J'essaie de voir si... Alors bon, ça c'est le compost, hein, c'est un cours de compostage. Alors là, le compost, c'est un savant mélange de carbone, azote. En plus, on remue, on aère. C'est beaucoup de travail, hein, là, par contre.
c'est surtout pour des maraîchers qu'on fait du compost, c'est le maraîchage. Et il y a une température suffisante pour éviter qu'il y ait trop de champignons pathogènes dans cette chose-là, mais c'est quand même redoutablement efficace. Et alors là, je ne vous raconte pas, mais on n'est plus en France, excusez-moi, nous sommes au Costa Rica, à l'échelle d'une petite bourgade. Vous avez un tunnel qui est tout noir, c'est du compost, c'est même du lombricompost. Et de l'autre côté de ce tunnel, tous les jours, la municipalité enfonce les biodéchets. Alors évidemment, on vérifie pas de plastique, pas de métaux lourds. Donc dans les biodéchets, il y a des biodéchets agricoles, il y a des biodéchets urbains, et tout ça est poussé d'un côté. Et de l'autre côté, on récupère du biocompost. Sur les 6 mois de transit, les lombrics ont fait tout le travail. Ça coûte rien. Franchement, et bon dosage carbone-azote. Alors peut-être une température moindre que le compost précédent, c'est peut-être pas encore parfait, mais je vais vous dire, franchement, il y a des endroits où on pourrait faire et aller vite. Bon, ça c'est la permaculture au bec et loin, on peut en discuter ce qu'on veut, mais l'idée c'est de comprendre que sur une même planche, il y a des espèces différentes et du coup des transmissions de ravageurs, et vous voyez qu'on commence à pratiquer aussi l'agroforesterie, de mettre des arbres utiles, ça peut être des arbres fruitiers, ça peut être des arbres fertilisants. Ça j'adore, cette photo, elle est en Camargue. C'est pour moi une histoire terrible. J'étais jeune agronome, j'avais mon diplôme d'ingénieur agronome formaté. Et autrefois, nous, on avait un service militaire à faire, mais on pouvait remplacer le service militaire par un service coopération civile quand on était diplômé, et on m'envoie à Madagascar enseigner à des malgaches la riziculture améliorée. Je leur enseignais la variété de riz, paille courte, feuilles érigées, haut potentiel génétique de rendement à l'hectare. Je l'appelais variété améliorée, High Yielding Varieties. Et puis, comme elle était à paille courte, elle était concurrencée par les herbes adventices. Excusez-moi, j'appelais ça mauvaises herbes. Et du coup, j'apportais la semence améliorée, j'apportais l'herbicide. Et puis la plante, elle était sensible à la cicadelle, un insecte qui transmet des virus de surcroît, et j'apportais l'insecticide. Et me voilà en train de commencer à faire des cours, alors pas en malgache, j'avais des vulgarisateurs qui transmettaient la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, je ne plaisante pas, je savais ce qui était bien, la variété améliorée, je savais ce qui était mal, la mauvaise herbe, je connaissais le bien, le mal, j'étais proche de Dieu. Et ces femmes malgaches m'ont dit, vous êtes nuls. Regardez, et descendez dans la rizière. Alors j'étais quand même descendu dans la rizière. Ouh, il y a des grenouilles. Ouh, il y a des escargots. Ouh, il y a des poissons. Regardez, il y a des canards à la surface. Et ces femmes me disent, ben voilà, vous accroissez le rendement du riz, vous mettez des produits en seed, vous tuez les grenouilles, les canards, les poissons, les escargots, vous tuez toutes nos sources de protéines. C'est nul. Votre riziculture améliorée, c'est la riziculture empirée. Et puis ensuite, dernière leçon, monsieur Fumier, regardez bien le canard, il picore ce que vous appelez des mauvaises herbes, et il ne picore pas le riz. Et regardez bien, il picore les insectes, la cicadelle, qui transmet le virus. J'avais tout faux. C'est des femmes malgaches analphabètes qui m'ont initié à l'agroécologie. Et je le dis parce que, évidemment, je présente l'agroécologie comme une présentation scientifique, une discipline scientifique, champignons mycorhiziens, les interactions entre ceci, cela. Mais le fait qu'un scientifique présente l'agroécologie comme une voie de secours, ce n'est pas du tout mépriser des résultats de recherche empirique paysanne qui, depuis des siècles, ont fait co-sélectionner, co-évoluer des canards, du riz, des cyanobactéries, ça, elles me l'avaient pas raconté. Elles n'ont jamais prononcé le mot d'agroécologie, ces femmes. Mais c'est elles qui m'ont dit, mais vous savez, l'objet de travail d'un agriculteur, ce n'est pas une plante, ce n'est pas un sol, ce n'est pas un troupeau, c'est un écosystème avec beaucoup d'interactions entre les espèces domestiques, les espèces sauvages. Et elles m'ont fait ce cours, c'était dans la rizière. Et puis il y a une dizaine d'années, congrès sur le riz biologique à Montpellier, le Organic Rice. Et moi j'avais commencé, je n'étais pas le seul, parce qu'il y a des gens à Montpellier en agronomie tropicale qui savaient ça. L'idée a émergé, au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas introduire des canards pour faire du riz bio en Camargue? Et évidemment, rire aux éclats. Comment des canards sélectionnés pour le magret, sélectionnés pour le foie gras, pourraient-ils reconnaître une mauvaise herbe d'un brin de riz? Écoutez, là nous sommes chez Pujol, fermier de Camargue. Voilà ces canards. Ces canards, ils glanent les graines de riz qui sont tombées à terre. Ils mangent les escargots, parce que les escargots, là, peuvent être néfastes pour le riz. Ils bouffent et ils savent distinguer les herbes adventices des brins de riz. Ils adorent la végétation, ces canards. Mais le riz est trop siliceux. C'est pas appétant. Donc ils vont sur l'herbe qui est à côté. Et du coup, oui, on s'est désherbé par des voies biologiques, y compris en Camargue. Mais je vous dis, en Camargue,
quand vous commencez à produire des pesticides avec le vent de Camargue et tout, je veux dire, il y a urgence d'arrêter ça. Eh bien oui, on peut innover vers des agricultures très performantes. Et je terminerai là-dessus, excusez-moi, il faut qu'on débatte. Voilà, Château du Casse, les herbes, le petit robot. Quand je plaide pour une agriculture biologique, enfin, qui relève de l'agroécologie et qui s'interdit les pesticides et devient très économe en énergie fossile, eh bien, un petit robot à panneau solaire qui ne désherbe pas, il fauche pour que l'herbe n'arrive pas à la floraison, l'égrenage. Et donc, on vit avec cette herbe, elle l'aide au ruissellement. Et je vais vous dire, quand il voulait me montrer ça, alors de plus, ce monsieur, il avait aussi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans des zones d'AOC, et pas n'importe quoi, hein, Saint-Émilion, hein, je ne sais pas, le prix du mètre carré. Maintenir des bosquets, des parcelles en bois qui valent au mètre carré des coûts énormes, et la vigne rapporterait énorme au mètre carré, il faut déjà être riche pour s'autoriser de ne pas valoriser des terres comme ça par de la vigne et de mettre des bois. N'empêche que c'est ce qui lui permet aussi de faire une agriculture qui relève de l'agroécologie sans pesticides, parce que les interactions. Donc, voilà, je pense que les services environnementaux doivent être correctement rémunérés. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit Château du Casse qu'il faille rémunérer en premier. Je veux dire, même s'ils m'ont très bien accueilli, je pense qu'il y a des gens plus pauvres qui méritent d'être correctement rémunérés. Mais voilà, mais vous l'avez compris, ça c'est vraiment le débat. J'ai essayé de montrer que techniquement parlant, scientifiquement parlant, mais en s'appuyant parfois sur des savoir-faire paysans issus de plusieurs décennies, plusieurs siècles, on peut promouvoir des formes d'agriculture totalement alternatives qui paraissent encore à beaucoup de gens totalement iconoclastes, parce que artisanales, parce que intensives en emploi. On n'y parviendra que si on rémunère correctement les gens, ça faut être très clair, mais il est clair, c'est quand même pas de perturbateurs endocriniens, pas d'hormones dans le lait, pas d'antiques dans la viande, survie des coccinelles, survie des pollinisateurs, ressusciter le taux d'humus, conforme à la COP21 et ce genre de choses, on va y être obligé. Ben voilà, qu'est-ce qu'on attend? Je suggère une nouvelle politique agricole commune. Voilà, j'arrête ici et je suis prêt à écouter vos questions, vos commentaires. Vous avez le droit même de ne pas être d'accord avec moi. Attention, je suis susceptible. Est-ce que ça marche? Oui, nickel. Je vais circuler dans l'Assemblée. Vous levez la main si vous voulez poser une question, réagir à cette intervention passionnée et passionnante. J'arrive. Pierre Tizy, j'habite dans le Rhône et je fais partie de Solidarité Paysan. Déjà, merci pour votre intervention parce que j'ai vraiment trouvé ça passionnant et c'était très scientifique mais tout à fait abordable. Enfin, moi qui ne suis pas un grand scientifique, je ne dis pas que j'ai tout compris mais je pense quand même. Et une question que je me dis, c'est que la meilleure production qui réponde à toutes les exigences que vous avez citées, ben ça reste la prairie naturelle. Enfin, moi qui fais de l'élevage laitier, je pense que c'est celle-ci qui correspond le mieux à tout ce que vous avez exposé. Puis j'avais une deuxième question. Les arbres légumineuses, vous pourriez en citer quelques-uns? Oui, alors est-ce que... Ah non, je ne les ai pas là. Alors là, oui, du coup, c'est dommage. Oui, donc totalement d'accord. Donc, globalement, si on parle de système de production à l'échelle de la ferme, c'est polyculture élevage. Et évidemment, la prairie permanente, que vous appelez prairie naturelle, la prairie permanente, elle séquestre du carbone. C'est souvent une alliance très étroite entre graminées et légumineuses, mais effectivement, ça contribue bien à protéger les sols, à fabriquer de l'humus. On est conforme avec la COP21 et ça peut faire un lait au demeurant, un lait à l'herbage, et riche en oméga 3. Donc, oui, absolument. Vous avez compris, il faut remettre de l'élevage dans des régions céréalières, alors avec des prairies temporaires en rotation et des prairies permanentes, notamment quand... après, on choisit les parcelles pour la prairie permanente, les parcelles pour une prairie temporaire en rotation avec... Mais oui, j'aurais dû évoquer la prairie permanente. Et du coup, aujourd'hui, on conditionne un peu les aides des agriculteurs au non-retournement des prairies, mais je pense qu'on doit rémunérer les agriculteurs pour leurs prairies permanentes. Ça nous rend un grand service d'intérêt général. Et alors oui, les arbres. Alors c'est vrai que quand j'ai évoqué ça, dommage, alors je vois que je ne l'ai pas mis là, mais notamment au Niger, par exemple, vous avez un acacia albida, donc un acacia c'est une légumineuse, qui développe ses feuilles en saison sèche, perd ses feuilles en début de saison des pluies, donc il fait la photosynthèse, fixation de carbone en saison sèche, une légumineuse, fixation de l'azote.
Avec ses racines profondes en saison sèche, il a accès à de l'eau en profondeur. C'est-à-dire pour ça qu'il peut continuer de transpirer. Et effectivement, quand la feuille morte tombe à terre, apporte le carbone, l'azote, les éléments minéraux de la profondeur, ça fabrique de l'humus. Dans une région semi-aride, ça permet de fixer. Et du coup, le rendement, la photo que j'aurais vu vous le montrer, le rendement du mil et du sorgho est 3 fois supérieur sous la frondaison de l'arbre que dans les interstices. Et quand on a promis, là, dans les COP 21, 26 et autres, de rémunérer des agriculteurs pour l'adaptation au réchauffement climatique dans les pays sahéliens, c'est ce type de pratique-là, la muraille verte dont tout le monde parle pour éviter la désertification. Il faut que ce soit des arbres qui sont de plus des arbres fourragers. C'est-à-dire que cette légumineuse, hein, les éleveurs nomades, quand ils reviennent du Sahara, on élague l'arbre, la gousse tombe à terre, il se précipite sur la gousse, la graine passe dans le tube digestif, la dormance est levée, et c'est bien les agriculteurs nomades, semi-nomades, qui réensemencent ces terres agricoles en un arbre fertilisant. Donc on peut jouer l'alliance agriculteurs sédentaires, éleveurs nomades, dans des pays où se font les guerres civiles. C'est-à-dire, ceux qui font la guerre civile, c'est des seigneurs de la guerre qui jouent sur des petits conflits. Hein. Mais des solutions gagnant-gagnant, les deux parties, éleveurs, agriculteurs dans ces régions-là, c'est parfaitement possible. J'aurais voulu vous le montrer. Alors en France, effectivement, dans nos haies et tout, c'est assez rare, les légumineuses à proprement parler. Bon, bonjour Philippe Brunel. Accessoirement, je suis aussi ingénieur agro, mais de Montpellier. Et là, j'interviens avec ma casquette de vice-président du syndicat des eaux Brest-Domson, donc distribution d'eau potable. Vous avez parlé de l'atrazine. L'atrazine, on n'en trouve plus, ou pratiquement elle n'est plus quantifiable dans l'eau. Par contre, il y a un autre désherbant qui s'appelle S-métolachlore, qui lui est très présent. C'est aussi un perturbateur endocrinien. Ça fait 20 ans qu'on l'utilise et l'ARS vient de se réveiller et nous propose, si on ne trouve pas une solution de traitement des eaux dans les 3 ans, de nous interdire de distribuer l'eau, y compris aux agriculteurs d'ailleurs. Donc, voilà, plusieurs fois vous avez parlé d'éviter les désherbants. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut vraiment être très vigilant. Oui, donc dans les pesticides, hein, les herbicides, très clairement, pour la pollution de l'eau et de l'eau potable. Alors l'atrazine, j'en reste peut-être à des choses, ça doit dépendre des régions en France, hein, mais comme en fait on a découvert que c'était quand même très rémanent. Alors il y a des gens qui s'interrogent sur le métabolite du glyphosate, l'AMPA, pour savoir s'il n'y aurait pas les mêmes effets. Mais oui, alors là par contre, selon les régions, effectivement, mais beaucoup d'herbicides sont des perturbateurs endocriniens très dommageables pour la santé. Et attention, effectivement, hein, attention, si on ne parvient pas à résoudre la question en amont, au niveau de l'agriculture, après, il va y avoir des... Je précise pour le métolachlore, c'est que, à ma connaissance, c'est le seul herbicide pour lequel même le fabricant dit « attention, c'est dangereux, ne vous en servez pas trop ». C'est déjà bien, hein, parce que n'oubliez pas, alors, vous avez une région en France, bon, mais c'est la Martinique, la Guadeloupe, hein, le chlordécone, alors là, ce n'est pas un herbicide, hein, puisque c'était pour lutter contre un charançon, mais vous avez aussi des insecticides, et là, maintenant, autant pour, je disais, ces maladies, le cancer du sein, le cancer de la prostate, est-ce que c'est statistiquement avéré? Il nous faudra attendre. En tout cas, pour la chlordécone, en Martinique et en Guadeloupe, ça c'est déjà statistiquement avéré. Hein. On parle d'un insecticide qui était employé il y a déjà des décennies, mais dont il y a des effets rémanents considérables. Et là les gens souffrent. Hein. Voilà, d'autres questions, oui, d'autres commentaires. Oui, bonjour, Robert Garnier du Rhône. J'ai été surpris que vous ne nous parliez pas de... Enfin, j'ai bien compris que l'alimentation, le volume de produits dans le monde n'était pas un problème, mais j'étais quand même surpris que vous ne nous parliez pas des protéines végétales et animales. Oui, alors c'est important, d'autant plus. Alors je vous en ai parlé quand je vous ai montré qu'on était déficitaires et nous étions importateurs. Alors si on parle de la France, on mettrait 1,3 million d'hectares sur les quasi 28. Hein. Avec des légumineuses, on retrouverait à peu près notre souveraineté protéinique. Donc c'est parfaitement faisable. De libérer des terrains pour moins produire de blé, de trucs bas de gamme à la destination, et on retrouverait notre souveraineté protéinique avec des protéines végétales destinées à l'alimentation animale, parce que c'est là où on est le plus déficitaire, mais pourquoi pas aussi pour l'alimentation humaine, hein, les lentilles, les pois chiches, le haricot, le tarbais, et ce genre de choses. C'est en tout cas parfaitement faisable. Alors à l'échelle internationale, il est clair que des pays très densément peuplés comme la Chine, comme le Vietnam, eux, je pense, ce déficit en protéines, à juste titre, je pense, si
il mise sur quand même une autosuffisance. Alors le Vietnam va trop loin, il exporte du riz, alors qu'il est moins compétitif que la Thaïlande. Mais je pense que c'est une erreur. Mais ils mettent l'accent sur leur autosuffisance énergétique, qui est comme la toute première nécessité, au risque de dépendre évidemment d'importations de protéines végétales destinées à l'alimentation animale, sachant que eux, alors dans ces pays, toutes les déjections animales sont très récupérées pour la fertilisation azotée des sols. Là, et parfois même pour faire un petit peu de méthane. Je veux dire, mais quand un Vietnamien fait du méthane, je vais vous dire, c'est juste pour la cuisine, quoi. C'est le gaz de la cuisine, avec le méthane. Donc s'il y a bien des peuples qui valorisent les effluents d'élevage associés à des résidus de culture pour des choses domestiques, mais n'empêche que l'azote, il vient bien du Brésil. Là. Et là, ça va continuer. Là, très honnêtement, dans les pays très densément peuplés, on met la priorité à l'énergie, on dépend pour les protéines de ces protéines végétales, mais effectivement, le poisson et la viande, tout ça, les cultures en tout cas sont fertilisées avec l'azote des effluents d'élevage. Et donc c'est de l'azote brésilien, mais qui a été traité par les animaux. Et quand je parlais donc d'équivalence céréales, les 200 kilos, ou 330, c'est quand même des céréales dont une partie sert à l'alimentation animale. Et c'est vrai que quand je parle 200 kilos de céréales, je parle énergie. Oui, la nouvelle agriculture que vous prenez demande beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de gens qui s'intéressent à l'agriculture. Or, actuellement, on a beaucoup de mal à trouver des gens. Qu'est-ce que vous pensez? Comment on va pouvoir remobiliser des gens au niveau de l'agriculture? En France, je parle. Pour répondre à Pierre vite fait, les fixateurs d'azote indigènes, on a l'Aulne et le Genêt. Alors la question est très juste. Il y a beaucoup de professions. Aujourd'hui, parfois, post-Covid, on découvre que beaucoup de métiers pénibles, on ne trouve plus de main-d'œuvre. Et soyons clairs, notamment si on prend le maraîchage par exemple, et que le maraîchage bio est très exigeant des herbages parce qu'on ne met pas de désherbant, alors je ne vous raconte pas, on multiplie par 3 l'emploi et le travail. Et donc si ce n'est pas correctement rémunéré, on ne trouvera pas. Évidemment, en grande culture, passer d'un blé conventionnel à un blé bio, vous ne créez quasiment pas plus d'emplois. On multiplie par 1,2 l'emploi et la quantité de travail. Là, ça devrait être plus facile. Mais si c'est plus difficile avec la céréaliculture, c'est parce que les gens ont investi dans les moissonneuses-batteuses et maintenant commencer à se dire on va investir dans un élevage pour faire la polyculture élevage avec une prairie permanente, une prairie temporaire, des rotations longues et le chanvre de M. Dufumier. Là, les gens ils disent non. Mais la seule méthode, faut être très clair, c'est de rémunérer correctement. Alors rémunérer correctement les paysans qui travaillent pour leur propre compte, c'est le prix du produit. Ça, le label bio y parvient. Mais les services environnementaux, ils ne sont toujours pas rémunérés pour ce faire. Ce n'est pas le travail qui est rémunéré avec les subventions de la PAC, c'est les subventions à l'hectare. Donc les subventions qui sont accordées à l'unité de surface vont être réattribuées en fonction de la quantité de travail en rémunérant les 3 catégories de services environnementaux dont je parlais tout à l'heure, exigeants en travail. Mais si on ne rémunère pas bien plus les agriculteurs pour ce supplément de travail, vous avez totalement raison. Même s'il est vrai qu'on trouve des néo-ruraux aujourd'hui, plutôt en périphérie des villes, en circuit court, sur des petites surfaces, des gens qui ont peu de capitaux, qui sont prêts à travailler intensément à l'hectare, mais évidemment, eux, ils essaient de s'en sortir. Labellisation bio, circuit court, pas d'intermédiaire, ceux-là s'en sortent. Mais c'est quand même, si on clair, très difficile, et puis il y en a qui échouent. Mais il est clair, si on ne rémunère pas des travaux pénibles, il n'y aura pas de transition agricole. On peut être rassuré, vous aurez des cancers de la prostate, des cancers du sein, bien plus précocement que nous les vieux. Non, on y est contraint, on y est obligé. Donc allons-y, payons. Mais quand je paye un bon produit, c'est peut-être parce que mon métier m'aura suffi pour payer un produit bio plus cher. Mais le service environnemental, c'est les impôts que je paye. Et c'est logique qu'on me demande de payer des impôts pour des services d'intérêt général. C'est la santé, c'est les hôpitaux, c'est l'éducation. Mais moi, je me souviens, quand j'enseignais, quand j'étais enseignant à l'agro, j'ai jamais considéré que ministère, j'ai envie de demander une aide. Vous ne pourriez pas m'aider pour survivre? Non, je demandais un salaire. Voilà. Et puis vous me payez en fonction de la qualité de mes cours. Allez, on est sérieux. Un service d'intérêt général, c'est pénible, c'est pas pénible. Allez, payez-moi pour le service rendu. Mais moi, j'ai toujours considéré mon métier avec noblesse, parce que j'étais payé pour un service rendu. À vérifier, il y a quelques anciens qui m'ont eu ici comme étudiant, ils vous diront qu'est-ce qu'ils ont subi. Mais de mes cours, il était peut-être très mauvais le prof. Enfin, oui. J'ai un regret. Il y a un de mes élèves qui est ministre de l'Agriculture aujourd'hui.
Et je peux vous assurer que j'étais franchement mauvais professeur. Non, il faut payer. Faut payer le travail. Si c'est exigeant au travail, et si de plus... Alors, par contre, là où on peut progresser, je vois dans les milieux de la permaculture, en maraîchage. Alors d'abord, en maraîchage, une fois que la permaculture est établie, il y a très peu de désherbage. Parce que c'est la plante cultivée qui fait de l'ombrage à la mauvaise herbe, et pas l'inverse. Mais il faut 15 ans d'établissement d'un truc. En France, il faut reconstituer l'humus, il faut reconstituer la biodiversité, les insectes auxiliaires, etc. Mais au bout d'un certain temps, ce type d'agriculture peut être moins exigeante en travail. Mais ce n'est pas tout de suite. Donc, disons-le franchement, oui, c'est exigeant en travail, il faut payer. Payons. Et noblement, pas des aides, vous n'êtes pas des mendiants, vous méritez. Tout le monde ne partage pas mon avis, voilà. J'y vais. Bonjour. Hop, c'est moi. Du coup, vu que vous avez un ancien élève qui est ministre de l'Agriculture, si c'était à refaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseilleriez aux élus locaux? Parce qu'on parle au niveau mondial et au niveau... Mais sur le territoire, quels sont pour vous les leviers qu'ils ont pour répondre à ces questions agricoles? Alors, je vais vous faire mes propositions. Alors, soyez prudents. Dans ce que j'ai dit, il y avait des propos scientifiques, l'agroécologie, et depuis qu'on débat, c'est des propos politiques. Mais on n'y échappe pas, parce que la question est hautement politique avec un P majuscule. Et je ne vais pas me dérober, je vais vous faire mes propositions. Mais il est clair que autant sur la partie scientifique, vous vérifiez si c'est cité, s'il y a des revues à comité de lecture, etc. C'est du b.a.-ba de biologie, mon petit cours que j'ai fait tout à l'heure. C'est que du b.a.-ba de biologie, soyez sans crainte. Mais votre rôle, c'est de vérifier si ce prof, s'il est vraiment scientifique ou s'il raconte des choses. Après, dans les positions politiques, oui, je vous présente, moi, mon point de vue. On va payer le travail et non pas subventionner à l'hectare. Ça, c'est des prises de position politiques. Alors, la question, c'était qu'est-ce que je devais faire pour les communes? Oui, les élus, à l'échelle territoriale. Alors, je vais élargir légèrement la question, mais sans la fuir. Je pense que si on veut que ça change, dans le sens que j'ai indiqué, et notamment rémunérer correctement les paysans qui s'adonnent à ce type d'agriculture alternative, je crois qu'il nous faut jouer sur plusieurs choses. Il y a le pouvoir du consommateur individuel, que la somme de nos comportements de consommateurs, c'est l'équivalent d'un droit de vote, je crois que c'est très vrai. Et y compris quand je rencontrais Stéphane Le Foll, à l'époque, vous savez, c'était les abattoirs Doux, les abattoirs Gade qui étaient en fermeture en Bretagne, et lui, élu de la Sarthe avec les poulets de Loué, mais breton, il connaissait bien le problème, mais il était contraint d'aller chercher quelques résidus de subventions à Bruxelles pour sauver des abattoirs dont il savait que ce n'était pas rentable, et deuxièmement, que ce n'était pas créateur d'emplois, que les poulets de Loué à la tonne de poulet créaient plus d'emplois. Mais disons déjà nos comportements individuels de consommateurs, ça suppose peut-être parfois qu'on a un pouvoir d'achat suffisant pour acheter un produit plus cher parce qu'il exige plus de travail, ça on est bien d'accord, c'est donc limité par ça, mais je ne néglige pas nos comportements individuels de comportement par rapport à la COP21, COP26, etc. Je crois qu'on va y être obligé. Certains disent « Ah, tu vas être l'écologie punitive ». Manger un bon produit bio, ce n'est pas forcément punitif. Ça peut être aussi ludique, je veux dire, et gustatif. Donc, il faut faire attention. Mais l'argument des gens d'en face va dire « Ah, c'est encore du punitif. » Il faut qu'on change nos comportements pour nous adapter aux nouvelles situations. Alors, le rôle des élus locaux, notamment les cantines, mais pas seulement, les cantines des établissements, alors ça peut être évidemment les collèges, les lycées et les universités et autres, selon les territoires, je serais déjà que pour les parents d'élèves, donc c'est encore un mouvement associatif, c'est encore nous qui sommes interrogés, je pense que les parents d'élèves pourraient faire en sorte effectivement de réclamer à ce que leur direction leur apporte des repas. Alors il y a une obligation aujourd'hui, comme quoi on parvient quand même parfois avec la loi, je ne vous cache pas que nous, Commerce Équitable, parce que j'ai été président de Commerce Équitable France jusque l'an dernier, là, pendant 7 ans, on a réussi par 2 fois la loi sur l'économie sociale et solidaire et la loi climat, à mettre des amendements qui font que quand même aujourd'hui il y a une obligation pour les élus territoriaux de faire en sorte que dans les cantines scolaires, collèges, lycées, universités, il y ait un 50% de produits, on va dire, labellisés, terroir, bio, équitable et autres. Et ça, c'est un petit gain. Mais je pense qu'on peut faire encore plus. Et vous avez des mairies, moi je vois Mons-Sartoux. Alors Mons-Sartoux, c'est une petite bourgade, on est bien d'accord, tout est bio. Ils avaient tenté, avec des fermiers à qui on des terres, après ils ont fait tout en régie. Parce que ce qui est quand même compliqué pour les cantines, notamment avec des élèves, c'est qu'il y a des mois où il n'y a pas d'élèves, il faut faire le calendrier de culture en fonction du calendrier des vacances. Et donc il faut s'y prendre longtemps à l'avance pour regarder les calendriers des vacances de l'année qui vient. Donc
quand on sous-traite ça à des paysans, agriculture familiale, et avec un contrat, évidemment, ça marche, mais c'est moins facile que quand c'est en régie. Voilà. Moi, je n'opte pas pour régie et tout, ça dépend des élus. Je ne suis pas moi-même élu, je ne vais pas parler à leur place. Qu'est-ce qui est le plus facile? Mais oui, les élus ont un rôle considérable à jouer là-dessus. Je pense aussi pour l'acquisition des terrains. Parce que quand je vous dis les rayons du soleil ne coûtent rien, le gaz carbonique ne coûte rien, mais la surface des terrains qui permet d'intercepter cette énergie solaire, ben, cet accès au terrain, il est coûteux. Et en périphérie des bourgades, en périphérie des grandes villes, pire encore, le prix des terrains est considérable. Or là, il y a bien des gens qui seront prêts, on en connaît quand même, et qui réussissent, à vouloir pratiquer en circuit court des produits avec un intermédiaire, mais pas plus, ou même pas d'intermédiaire du tout, avec des AMAP, avec des choses comme ça. Alors de nouveau, c'est le comportement du consommateur, d'adhérer à une association du maintien de l'agriculture paysanne, mais les élus peuvent aider. Et je vois que quand l'association Terre de Liens, autre association où nous pouvons adhérer, donc vous voyez que quand vous m'adressez par rapport aux élus, je commence à parler de nous, citoyens. Et je pense que oui, on va interroger nos élus, vous allez voir, je vais même être plus sévère tout à l'heure, mais il faut que le citoyen se mobilise et montre parfois, alors heureusement, des cas d'agriculture alternative, il en existe. Moi, il m'est arrivé de voir quasiment tous les ministres, depuis Michel Barnier, Bruno Le Maire, Stéphane Le Foll, Stéphane Travers, Didier Guillaume très peu, je ne l'ai pas beaucoup rencontré, et le ministre actuel que, à l'agence bio, là, il y a une vingtaine de jours, on s'est disputé. Mais enfin bon, c'est comme ça. Mais on voit les ministres. Mais il est clair que quand je vois les ministres, il est clair que si je ne leur montre pas, mais attendez, il y a déjà des agriculteurs qui font. Il y a des fondements scientifiques à ce que je vous raconte, mais déjà, il y a des gens pour peu qu'ils puissent être correctement rémunérés, parce qu'il faut quand même que je rajoute ça, parce que sinon je suis bisounours, on est bien d'accord. Mais pour peu qu'ils soient correctement rémunérés, regardez, ça change déjà. Il y a des gens qui s'aiment, et ce n'est pas seulement le métal, alors on a parlé de la prairie permanente, de prairie temporaire, le métal et tout, mais il y a beaucoup d'alternatives qui sont déjà en cours, ils pourraient l'être si on était rémunéré pour les services environnementaux, si c'était le travail qui était rémunéré et non pas les hectares. Donc moi, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec les élus. Et du coup, je réponds à votre question un peu autrement, même si je mets en avant la mobilisation citoyenne, la mobilisation des consommateurs, les individuels, le mouvement associatif, les AMAP, les terres de liens. Alors oui, terres de liens, quand ils essayent d'instruire les dossiers pour voir quand est-ce qu'il va y avoir une ferme qui va être libérée, et savoir si ça va être la SAFER qui va donner ça pour l'agrandissement des fermes voisines, ou si ça permettrait d'installer des jeunes, ben, les élus territoriaux, ils ont une voix dans ces trucs-là. Et la plupart du temps, quand ils me disent, mais pourquoi vous avez laissé faire l'agrandissement des gens alors que vous avez des gens qui demandent à bosser? Mais les élus me disent, monsieur Dupuis, on a découvert le dossier le jour du vote. Mais dès que Terre de Liens commence à renifler, les terres qui se libèrent, d'utiliser le droit de préemption de ces sociétés d'aménagement foncier, je ne sais pas quoi, rural, qui est dans le rôle est de préempter des terres pour un usage d'intérêt général, ben dès que Terre de Liens s'intéresse à ça, j'observe que les élus sont au courant et ils découvrent le dossier avant le vote et ils votent autrement. Mais oui, je suis de ceux qui, bien que j'insiste beaucoup sur le mouvement associatif, le comportement individuel, etc., et notamment quand je m'adresse aux jeunes qui ne font plus complètement confiance au personnel politique, je leur dis que moi aussi, parfois, je suis singulièrement déçu. Mais néanmoins, je ne renonce pas à mon droit de vote. Et je vais vous dire, une fois qu'il y a un élu, j'ai voté, je le harcèle. C'était ça la question ?